à tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 ce mardi 28 juin. C'est parti pour votre LGF et je compte sur vous, amis auditrices, auditeurs, pour user de votre liberté et prendre part à l'exercice qui est réservé à cet effet en vous imposant, en nous appelant et en prenant part au débat au 01 40 33 9000. Ici, on parle de tout avec bienveillance, sans tabou. Tous les débats, avec un S, sont ouverts. Bienvenue à tous, voici le programme. Une chronique qui n'était pas prévue au programme, mais c'est qui fait le charme de l'émission. Elle sera bel et bien là. Ça sera le résumé de cette émission, justement. Il sera fait tout à l'heure par l'excellentissime La Belle Histoire. Le quiz, bien entendu, tout à l'heure, en fin d'émission, avec nos débatteurs qui vont s'affronter en toute dernière partie de cette émission. Le zapping avec des extraits de Diams, de Bernard-Henri Lévy, le va-t-en-guerre est de retour. Nous allons parler aussi de l'école privée ou l'école publique. Pourquoi ? Parce que Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a dit qu'il avait mis ses enfants dans le privé. Il s'en est expliqué. Est-ce que vous avez une préférence, vous, entre école publique et école privée ? La ministre, ou plutôt l'ex-futur ministre de la Santé, s'est prononcée hier sur RTL pour le retour du masque dans les transports. Alors, qu'on s'entende bien, hein, c'est une forte recommandation, mais pas une obligation. Pour l'heure, je peux d'ores et déjà vous annoncer, ça circule, le retour du pass vaccinal pour fin juillet ou début août. Et puis on va commencer cette émission par un débat et la suite de ce drame évidemment humanitaire qui s'est déroulé à la frontière de Melilla. C'était vendredi dernier avec des informations évidemment. Qui est coupable ? C'est la question qu'on peut essayer de se poser, bien entendu, en toute tranquillité dans cette émission. C'est parti pour le LGF. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Je vous l'ai annoncé, oui, La Belle Histoire est là. Comment ça va, Mam ? Bonjour à toutes et à tous. Tu es bien assis ? Je suis bien assis et j'en profite effectivement pour saluer les auditeurs de France Maghreb 2 dans un premier temps, mais également de les interpeller. Si vous avez un mot qui pourrait caractériser, ou en tout cas être ajouté oui, très bien. Voilà, à notre chronique du jour, qui a déjà un nom, mais on va le laisser secret, eh bien, n'hésitez pas, 01. Donc un mot qu'il faudra que tu places impérativement dans ta chronique. Absolument, comme on le faisait dans le bon vieux temps. Eh ben, on va reprendre des bonnes habitudes du bon vieux temps, parce que finalement, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu en ce moment à en croire l'actualité, à retourner un petit peu en arrière. Eh bien, n'hésitons pas à le faire, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans le temps. N'est-ce pas, mon cher Ali ? Oui, bien sûr. Attends, c'est micro, ouais. Oui, bonjour, monsieur Ali. Bonjour. Hein. Bonjour, monsieur Ali, directeur commercial, ça va ? Très très bien, et toi ? Oui, très bien, mon Ali. Alors, mon Ali, est-ce que tu aurais un mot à proposer à La Belle Histoire qu'il devra impérativement mettre dans sa chronique ? Allez, comme ça, un mot qui te passe par la tête. Un mot, allez, ludique. Ludique. C'est noté, La Belle Histoire ? Ok. Ludique. On va profiter pour que les filles qui sont en coulisses soient là, Nadège, Rama. Ouais. Il faut dire des mots. Allez, aussi. Nadège, un petit mot pour La Belle Histoire. Nadège. Non, mais non, arrête, non, pas de Nadège, j'en veux On pas n'a de pas dit un Nadège. prénom, on a dit un nom. On a dit un nom, on a dit un mot. Un mot, mot, en plus. M-O-T. Ben, laissez-la réfléchir alors. Ah bah c'est si compliqué que ça ? Laissez-la réfléchir. Et Rama, tu dis quoi ? Mystère. Ah voilà, le mystère. Voilà. Mystère de l'Ahma. Mystère, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors, Nadège. Tunisie. Bon, N'importe quoi. essayez de deviner la nationalité de Nadège, évidemment. Voilà, Ah oui. évidemment. Le nationalisme, hein, franchement. Sofiane Garbaoui qui sera avec nous aussi dans un instant, il arrive, paraît-il. Quoi ? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Comment tu sais ? Il m'a envoyé un message. Ah bon ? Ah oui, il a ton numéro ? Sur Instagram. Il se passe des choses bizarres ici. Sofiane Garbaoui qui est directeur d'une agence de presse allemande. Voilà. Bon, tout va bien ? Est-ce que vous vous apprêtez à partir en vacances tous là ? Non ? Ben oui, à moins qu'il y ait encore des... Je pense pas, parce que d'ici dans
On est dans quelques semaines. Les gens partent. Il y a beaucoup de gens qui vont partir fin de semaine, les juilletistes. Ouais. Et au mois d'août, par contre, il y a beaucoup de problèmes, je crois, effectivement, de grève et plus précisément du personnel au niveau des aéroports. Parce que ce que j'ai cru comprendre ce week-end, j'ai échangé avec des amis. En fait, au-delà même de la grève, on m'a dit qu'il manquait de personnel, donc au niveau des bagagistes, de la sécurité, au niveau des gens dans les avions. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il risque d'y avoir pas mal de vols annulés. Voilà. Donc ça, c'est relativement problématique. Tout ça à cause du Covid, puisque beaucoup de gens ont été licenciés. Mais ces gens-là n'ont pas repris leur travail. Et puis beaucoup de gens ne veulent plus faire ces jobs, pour la plupart pas forcément bien payés. Donc on va, je pense, au-devant d'une situation très problématique. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer une grève dans les aéroports, enfin dans l'aéroport de Marseille ce week-end. Première, ça commence déjà. Des grèves aussi chez Ryanair et EasyJet annoncées aussi début juillet. Dans les aéroports de Paris à partir du 15 juillet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est déjà pas mal. Le prix de l'essence. Les routiers aussi. Les routiers. Les routiers, l'essence. Ouais, ça, c'est pas bon tout ça. C'est pas bon. Le contexte, je pense. Plus le retour du possible pass vaccinal. Mais je pense que là, à mon avis, le gouvernement va y aller mollo. Parce qu'entre les problèmes sociaux, tu sais qui est-ce qui a lâché la bombe? C'est l'intellectuel de service, le motodidacte. C'est-à-dire? Il y en a qui sont autodidactes, lui il fait de la moto, c'est Monsieur Estrosi, je crois. Monsieur Estrosi, peut-être le futur ministre. Ouais, maire de Nice. On aura des caméras partout alors, c'est bien. Oui, attends, c'est important les caméras. Regarde, il y en a même derrière toi là. Il y en a même une là. Je sais pas à quoi il sert ce monsieur, mais bon. Les caméras? Je sais pas non plus. Non. Très bien. 01 40 33 9000 les amis pour nous appeler. Donc, déjà 3 noms, 3 mots, mon cher La Belle Histoire. Je t'en rajoute un. Parce qu'il n'y a pas de raison, moi aussi j'ai le droit à mon petit mot. Cérémonie. Cérémonie. Ouais. Je crois qu'il fait référence à quelque chose. À mon avis. La sublime cérémonie des Jeux méditerranéens d'Oran. D'ailleurs, l'Algérie est toujours en tête des médailles. Je le précise. À toutes fins utiles. Nadège. L'Algérie est en tête. L'Algérie est en tête. Voilà. Alors on y va. On commence tout de suite notre premier débat pour parler de ce qui s'est passé, ce drame survenu à la frontière de Melilla. C'était vendredi dernier. Beaucoup d'informations, beaucoup d'intox, beaucoup de vrai, beaucoup de faux. Et on essaye de faire un petit peu le tri ensemble pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ce drame humain avec ces réfugiés africains qui sont venus en masse pour tenter de passer de manière illégale les frontières de Melilla. Je vous propose d'écouter pour commencer l'ancien ministre des droits de l'homme et bâtonnier maître Mohamed Ziane qui a exprimé son ressenti sans tabou sur la catastrophe humanitaire qui a eu lieu donc ces derniers jours à Melilla, a rappelé, fait important, que les mêmes policiers et gendarmes qu'on a vu ouvrir les portes des frontières aux migrants il y a quelques mois pour faire pression sur l'Union européenne, se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés. Si les ordres sont de nature différente, nous voyons bien là que les exécutants et les donneurs d'ordre sont toujours les mêmes. Et avant de vous laisser le témoignage donc de ce monsieur, de Maître Ziane, je tenais à rendre hommage parce que franchement j'ai vu le travail qui est fait et je crois qu'il est salué par l'ensemble des humanistes, il en reste quelques-uns. Formidable de l'organisme AMDH Nador, grâce à qui on a pu identifier bon nombre d'exactions commises. Et cela nous démontre, fait rare au Maroc quand même, que l'indépendance de cette association courageuse. Écoutez donc les propos de Maître Ziane sur cette catastrophe humanitaire. Ce qui s'est passé à Mdidia est très grave au point de vue de l'avenir des droits de l'homme en Europe et de la réalité de la conviction occidentale en matière des droits humains. L'Union européenne, dans ses frontières, doit prouver à l'arrivée dans ses frontières qu'il y a le strict respect des droits de l'homme. Ce n'est pas à l'intérieur ou dans la vie quotidienne à l'intérieur de l'Union européenne. À la frontière de l'Union européenne, il faut qu'il y ait un statut conforme aux droits de l'homme. Or, traverser une frontière, que ça soit d'une manière légale ou que ça soit d'une manière illégale, n'est pas un fait condamnable à mort. Vous ne pouvez pas exécuter des centaines d'individus ou mettre en péril la vie de centaines
d'individus, et il y a eu des centaines de morts, parce que à la frontière, vous n'avez pas respecté les valeurs humaines et les droits de l'homme. L'Union européenne soutient que Melilla et Ceuta sont les frontières de l'Union européenne. Eh bien, à la frontière de l'Union européenne, il n'y a pas de droits de l'homme. Ça veut dire que l'Union européenne n'est pas respectueuse des droits de l'homme. Voilà ce que ça veut dire. Et les déclarations du chef du gouvernement espagnol prouvent que c'est la vérité. Prouvent que c'est la vérité. Et le Maroc ne doit pas être le gendarme d'aucune puissance dans le monde. Nous sommes avant tout des Africains. Et nous connaissons de la part de l'Union européenne le même statut, le même reçu, les mêmes conditions que connaissent nos frères africains. On ne nous donne pas un statut privilégié par rapport à l'Afrique subsaharienne pour qu'on puisse croire que nous sommes différents ou que nous avons un statut différent. Nous avons le même statut. Et le statut se résume par le refus. Alors je dis à l'Union européenne, vous pouvez et vous avez le droit de chercher la paix, la quiétude et le calme dans l'intérieur de la justice, en appliquant les principes de justice. Et non pas en attisant les haines. Voilà, maître Ziane qui s'exprimait sur cette catastrophe humanitaire survenue, je le rappelle, à la frontière de Melilla. Il y a quelques jours, c'était vendredi dernier. Ali, d'abord on va accueillir notre ami Sofiane Garbaoui qui est avec nous. Comment ça va mon Sofiane? Oui, bonjour, bonsoir, je sais plus. Bonjour, bonsoir, oui, c'est selon, évidemment. Sofiane, directeur d'une agence de presse allemande. Oui. Qui s'appelle European News Agency. Très bien. Donc, bienvenue à toi, mon Sofiane. Oui, désolé pour le retard, parce que normalement, j'aurais dû être là à 16h, donc j'ai 14 minutes de retard. Parce que Paris, c'est magnifique. On a une circulation fluide. C'est vrai. C'est très allemand de souligner le fait qu'on ait 14 minutes de retard. C'est vrai, c'est très C'est- allemand. La rigueur. Ya. Alors, Ali, sur cette catastrophe humanitaire, on cherche les coupables aujourd'hui pour savoir comment on a pu en arriver à ce type de drame que beaucoup d'ailleurs et c'est bien d'ailleurs, ont repris, c'est-à-dire les médias ont vraiment relayé cette information parce que quand même elle est d'ampleur quand même cette information et ces morts. Alors vous avez entendu Maître Ziane qui lui s'avance sur le nombre de morts. Si on s'en tient au bilan officiel, il est de 37 morts avec de nombreux blessés. Ali. Bah écoute, je crois que tout le monde effectivement a vu les images. Les images, elles sont effroyables d'un point de vue émotion. C'est terrible. Je crois qu'aucun être humain ne mérite effectivement d'être traité de la sorte. Parce que là, on arrive quand même à un degré de violence qu'on vraiment on a du mal à comprendre. C'est vrai que ces gens-là veulent avoir accès à l'Europe, à cette fameuse enclave. Donc effectivement, il y a des responsabilités. Et là, aujourd'hui, je pense que ces gens-là, s'ils ont été libres de pouvoir pratiquer la matraque comme ils l'ont fait, je pense que les donneurs d'ordre sont complètement responsables et j'espère qu'ils seront rapidement traduits en justice. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait le comparatif avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines où là, quand les rapports apparemment entre le Maroc et l'Espagne étaient normalisés, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, là, on avait ouvert la porte et là, visiblement, on l'a fermée. Donc c'est problématique. Donc effectivement, c'est une espèce de politique qui est un peu bizarre, à deux temps, on ne comprend pas. Une fois c'est fermé, une fois c'est ouvert. C'est bizarre. Moi, quand je vois ça, je me dis le rôle d'un politique, c'est déjà d'anticiper. Ces gens-là, avant d'arriver, on devait peut-être les canaliser, les mettre dans des endroits avec peut-être des bus. C'est comme des êtres humains, même s'ils ont envie de pouvoir passer. S'ils sont passés, c'est qu'avant, visiblement avant, c'était possible. J'ai fait un peu un parallèle avec un peu les images que l'on avait vues, mais avec une violence qui était aussi forte concernant la frontière hongroise. On se souvient des images des Afghans. Qui faisait un croche-pied au petit avec son gamin. Exactement. Enfin, un journaliste. Bien près du micro, mon Sofiane. Je ne sais pas si c'était un journaliste. Oui, c'était un journaliste, peut-être, Sofiane. Oui, c'était, enfin, soi-disant journaliste, mais bon, je pense que c'était plutôt une. Donc c'est vrai que quand on fait un peu une belle canaille. Quand on fait un peu ce comparatif avec ce qui s'est passé dans l'Europe de l'Est avec les frontières hongroises, serbes, où là aussi quelque part, moi j'ai vu des reportages où
c'était horrible parce qu'il faisait froid, les enfants, les gens étaient arrosés, c'était horrible aussi en termes d'image. Hein. Bon, l'Europe s'en est effectivement émue, hein, je crois que là, M. Macron. Moi, ce que j'attends simplement quand je vois ce genre d'image, c'est la réaction des politiques, parce qu'ils ont une part de responsabilité. Ils sont émus. Hein. Ouais, mais ému, ça, on est dans... Moi, l'émotion, c'est bien, mais moi, je vois un peu le côté rationnel, parce que le chef d'État, que ce soit M. Macron ou même le Premier ministre espagnol, se doit de répondre. Et les autorités marocaines, notamment ceux qui sont en charge de la sécurité, se doivent quand même d'expliquer qui leur a donné ce plan d'attaque, là, je ne sais pas, parce que c'est... Ali, je pense qu'il y a une expression ici en Europe, que les Européens ont mis en place, qui s'appelle les frontières extérieures de l'Europe. Voilà. Donc, le Maroc, ou la Hongrie, comme tu dis, sont les supplétifs de cette politique. Donc, ils sont payés, bien sûr. Alors... pas officiellement. Pas officiellement, mais tu as fait une remarque qui est très intéressante par rapport à la position... ça lui arrive. Espagnol, entre ce qui se passe entre l'Espagne et le Maroc. C'est quand même assez étrange que cette fermeture aujourd'hui, qui est pratiquement hermétique, parce que c'est un peu comme une sorte de flux, d'accord, un fluide qui est dans qu'on pousse d'une bouteille pour sortir, d'accord. Quand on verse de l'eau, ce qui fait descendre, c'est la gravité et puis la puissance du jet. Le problème qui s'est posé là à Melilla, c'est que voilà, tout le monde est ému. Voilà, tout le monde est ému. Sauf que cette fois-ci, ça a été filmé et il y avait plus de morts que, on va dire, ce qui devait être acceptable. Je mets des grosses parenthèses, hein, parce qu'aucune mort n'est acceptable. Mais celle-là, mais c'est pas qu'aujourd'hui. Il y a 4-5 mois, il y avait 5-6 morts. Mais tu vois, 5-6 morts, ça parle pas. Ça fait pas la une des radios. Et puis ça fait pas la une des journaux télévisés. Parce que 5-6 morts d'Africains, je vais être un peu plus radical que certains, c'est des Noirs. Bon, écoutez, les Noirs, ils sont nombreux quand même. Il y a un racisme au Maghreb ? Oui, bien sûr, il y a un racisme quand il y a l'ignorance, Christophe. Et l'ignorance... Alors, on continue d'en parler dans un instant, avec vos appels au 01 40 33 9000. Voilà, on essaie en toute tranquillité, avec bienveillance, de chercher des explications à ce drame. Et on a envie de dire, tous collectivement, plus jamais ça. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. LGF, votre émission de référence sur France Maghreb 2. On parle de tous les sujets dans cette émission et avec bienveillance, avec respect, sans diffamation et pas d'appel à la haine. Ce sont les mots d'ordre évidemment qu'on essaye de maintenir dans cette émission, qu'on n'essaye pas d'ailleurs, qu'on fait. Hein, voilà, on peut parler de tous les sujets, je veux dire, et sans tabou, avec respect. C'est possible. Et on le fait d'ailleurs quotidiennement dans cette émission. Ali est avec nous, directeur commercial. Sofiane Garbaoui, il est avec nous aussi, il est directeur lui aussi d'une agence de presse allemande. Voilà. Journaliste. C'est quand même la fonction première. Oui. Je voulais juste... On parlait de Melilla et de ce drame humain qui a eu lieu, humanitaire, qui a eu lieu vendredi dernier avec ces images. Et je renouvelle franchement mon coup de chapeau à la Ligue des droits de l'homme de Nador qui fait un travail extraordinaire. Exactement. Vraiment incroyable et formidable. Voilà. Donc preuve quand même qu'il y a encore une certaine liberté. Fait rare, mais il y en a encore. Qu'il y a des gens qui se battent pour les libertés. Absolument. La liberté, elle se rétrécit de jour en jour dans certains pays, malheureusement. Mais il y en a dans beaucoup de pays, et y compris ici, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, y compris la France. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on n'a pas de leçon à donner ni à recevoir. Je voulais avoir juste je voulais présenter mes condoléances les plus sincères aux familles des gens qui sont décédés malheureusement dans ce drame-là et de leur apporter tout mon soutien et toute ma sympathie à travers la radio. Ouais, il y a quand même des images qui sont saisissantes, Ali. Samedi soir, il y avait un feu d'artifice à Oran pour inaugurer les Jeux méditerranéens. Et au même moment, on était en train de creuser des tombes.
Ah oui, mais là, complètement. Là, tu vas sur un terrain, effectivement. Non, mais oui, voilà. tout à fait, oui. Il n'y a aucun rapport. Voilà. En tout cas, Non, c'est bien sûr. saisissant, voilà. C'est complètement saisissant. Moi, moi, j'étais un peu étonné. Hein. Sofiane est peut-être plus expert que moi. J'étais étonné qu'on ait pu avoir des images, hein, parce que je pense, comme tu l'as si bien souligné c'est avant. des images volées que l'on doit à cette association qu'on a évoquée. Des images volées. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là vont peut-être au-devant de problèmes. Non, mais non, tu ne sais pas si bien dire. Les gens qui ont pris ces images ont été interpellés. Voilà. Ils ont été interrogés de manière assez forte. Assez vigoureuse, on va dire. Vigoureuse, voilà. Parce qu'effectivement, quand on commet ce type de crime, on préfère que ça soit quand même discret. Et l'Europe, c'est ce qu'elle demande au pays de... Et Christophe, c'est vraiment... c'est vrai ce que tu dis, hein. C'est saisissant. C'est qu'on a une Méditerranée qui est censée être... les Jeux méditerranéens qui sont censés être le lien entre ces différentes peuplades qui peuplent... Et c'était réussi, d'ailleurs. Et c'était réussi, oui. Magnifique. Et ces différentes peuplades autour... Et au même moment, on dit à ces gens-là qui veulent... Alors, à tort ou à raison, on le sait très bien. Moi j'ai dit une fois à Sarkozy, je lui ai dit, vous savez, on parlait des sans-papiers. Je lui ai dit, vous les avez créés. Il me dit, comment? Je lui ai dit, vous avez créé des visas. Quand il n'y avait pas les visas, les gens ne restaient pas, ils repartaient. Et on n'avait pas de sans-papier quand il n'y avait pas les visas. C'est le jour où la forteresse Europe a décidé de se fermer, parce qu'elle pense, alors ça c'est les tenants du grand remplacement, qui pensent que si on met des murs, d'accord, eh ben l'air ne circulera plus. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit très bien, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont des pays vieillissants qui ont besoin d'une main-d'œuvre pas trop chère non plus, hein, parce qu'il ne faut pas non plus déconner, hein, on va pas payer les gens... Pas forcément en Allemagne. Hein. Oui, pas que en Allemagne. Mais pas forcément en Allemagne, au niveau de la main-d'œuvre moins chère. Si, parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle les jobs à 1 euro. Alors, oui, les jobs à 1 euro, c'est-à-dire que tu travailles toute la journée, tu gagnes 5 euros quand même. Hein, donc, ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pour les gens qui sont aux minima sociaux. C'est ce que voulait faire Macron à un moment, où lui, il a dit 15h, 20h, c'est ça? Pour les détenteurs du RSA. Voilà, exactement. Ouais. Alors en Allemagne, quand tu es obligé d'accepter n'importe quel truc, on appelle ça les jobs à 1 euro. Et donc tu bosses toute la journée. Alors revenons à Milia, parce que moi, une question qui me taraude quand même. Oui. Une question qu'on a du mal à répondre quand on est maghrébin, que je ne suis pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a du racisme au Maghreb? Franchement, est-ce que le racisme est aussi présent au Maghreb? Moi, je dis oui. Moi, je dis Ali, moi, je dis que non. C'est-à-dire par rapport à cette affaire, le racisme, je crois, est quelque chose d'inhérent à l'être humain. Sa bêtise le rend méfiant des autres. D'accord. Bon, voilà. Maintenant, le drame de Melilla n'a rien avec le racisme. Oui, je pense, il a affaire à des politiques étatiques qui excluent l'être humain. Parce que ces gens-là qui ont traversé pour certains des milliers de kilomètres, qui ont tout laissé derrière eux pour un avenir meilleur, peut-être. Un espoir en tout cas. Ou un espoir d'avenir meilleur. Ouais. On leur dit, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'espoir. Parce que nous, chez nous, on veut être entre nous. Oui, mais là, je suis d'accord, mais si on prend par exemple le comparatif avec ce qui s'est passé avec les réfugiés syriens et la Turquie, qui a effectivement réglé ces problèmes de Syriens en faisant les fameux camps. Oui. Donc, on voyait les camps qui étaient des magnifiques. Magnifiques. Je ne te dis pas, c'était des vacances. C'était incroyable. Non, Ali, un camp, il faut aller dans les camps. J'ai jamais dit que la situation était idyllique. Je dis que d'un point de vue humanitaire, comme les gens mangeaient, on voit qu'en Turquie, quand on avait les Syriens, les Syriens n'étaient pas en train de quémander de la nourriture. On avait quand même. Par contre, la note a été présentée à l'Europe. Voilà. Et Erdogan a dit aux Allemands, voilà, l'Europe, vous payez. Ils ont quand même payé. Ouais, donc, attention, je ne suis pas en train de dire... je suis pas en train de dire, c'est simplement cette façon. Mais moi, aucune solution, par définition, n'est efficace dans le temps. Hein. Les camps en Turquie, les Syriens qui ont été parqués, parce que ils sont parqués, bien sûr. Parqués, pas le droit de sortir, pas le droit de truc, voilà. Donc c'était plus des prisons à ciel ouvert que des camps de vacances quand même. Hein. Non mais je dis, maintenant, ça a développé pas mal de maladies, prostitution, trafic de drogue, etc. Oui, mais c'est parce que c'est pas. Sous l'égide du grand. Non mais Sofiane, je terminais. Non mais j'ai terminé mon propos. C'est pas au-delà de ça. C'est que par définition, c'est pas viable dans le temps.
J'ai pas dit que par définition on va mettre des gens dans des camps pendant des années. Je disais simplement, regarde ce qui se passe par exemple. Ces gens-là qui sont arrivés, moi la responsabilité elle incombe. Il y a bien des autorités administratives et policières qui ont vu ces 2-3 000 personnes arriver. Le donneur d'ordre, le ministère déjà de l'Intérieur, qui est à mon avis complètement responsable de ces situations-là. Parce que regarde, les gens ne sont pas arrivés comme ça tout seuls d'un seul coup d'un seul. Il y avait un mouvement de foule. Ces gens-là sont bienvenus de quelque part. Il y a bien des complicités, il y a de la corruption de l'administration parce que quelqu'un qui traverse 3000 km sans visa, sans rien... On parle de mafia, Sofiane. Oui, les autorités marocaines parlent de mafia. Oui, mais ces mafias-là, quand tu regardes bien, il y a quand même... Ça existe, les mafias. Oui, attention. Oui, mais ça existe, mais sauf que tu vas me dire que dans un état policier aussi fermé, on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils sont, on ne peut pas les contrôler. Ils étaient dans les forêts de Nador, on le sait quelques jours avant. C'est connu, les forêts de Nador, c'est comme la forêt de... Là où il y a Robin des Bois, comment ça s'appelle? Tu sais, les trucs du shérif ne peuvent pas rentrer. Ouais. Non, il ne faut pas. Soit on parle sérieusement, la responsabilité totale et entière des autorités marocaines est engagée. Elle est engagée pas par rapport au drame simplement, d'avoir accepté de jouer le rôle de supplétif et de gendarme du sud de l'Europe. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Parce que combien de Marocains aussi tentent l'aventure? Ils vont pas... Je rappelle qu'on a laissé passer des migrants l'année dernière, au moment justement où les relations étaient tendues entre l'Espagne et le Maroc. C'est une espèce de chantage qui a été fait. Ça montre que c'est un jeu. C'est un jeu pour certains. C'est un jeu. Ces gens qui décident d'ouvrir, fermer, c'est un jeu pour eux. Sauf que les conséquences, c'est la mort, d'accord, la mort terrible de personnes réellement, d'êtres humains. C'est pas des chiens ou des chats ou des poissons rouges. Parce que je pense que si ces gens-là sont venus se présenter devant ces fameuses grilles pour escalader, c'est qu'à mon avis, déjà, on les a déjà laissés venir jusqu'à là, premièrement. Et puis c'est qu'à mon avis, ils pensaient que c'était possible. Parce que beaucoup de gens le font par bateau. Et ils en font par bateau. Par bateau, certainement, la Méditerranée, on a malheureusement dû avaler. Malheureusement, alors, je ne sais pas si le mot est beau, mais bon, il y a dû avoir des centaines et des centaines de morts. Quand on prend à l'époque, je ne sais pas si on fait un peu d'histoire, avec Kadhafi à l'époque, quand il maîtrisait ses frontières, rien ne passait. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, toutes ces politiques européennes, on est en train un peu de les payer. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Kadhafi, vous voyez la frontière libyenne, les bateaux, il n'y avait personne, il n'y avait aucun problème, personne ne traversait. Là, aujourd'hui, alors maintenant, il y a l'impréparation, mais il y a bien quelqu'un qui a donné un ordre quand même. Ouais, mais Sofiane disait tout à l'heure qu'il, pour lui, les responsables sont tout trouvés. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une co-responsabilité, pardon. Il y a effectivement les autorités marocaines d'un côté qui acceptent d'être supplétifs de l'Europe, et il y a surtout l'Europe qui demande au Maroc de le faire. Donc il y a une co-responsabilité. Oui, mais s'il lui demande, c'est qu'il sait qu'il va accepter. Ouais. Le Maroc n'est pas obligé. C'est un État indépendant. Bien sûr. Voilà. Vraiment. Donc ils n'ont qu'à leur dire, vous faites votre police vous-même. Moi, je dirais à nos amis marocains, au lieu d'empêcher les gens de fermer comme ça, faites une marche pour récupérer Ceuta et Melilla. Et le problème des frontières sera réglé. Parce que les gens seront bloqués au Maroc. Oui, mais voilà. Parce que là, il faut voir quand même les enclaves de Ceuta et Melilla. Il y a un mur, je sais pas, c'est Christophe. C'est un grillage. Oui, mais c'est un mur. Ouais. C'est une montagne, d'accord, grillagée. Et pour peu qu'il y ait de la poussée derrière, etc., c'est tout petit. On n'est pas sur des milliers d'hectares. On est sur des quelques mètres carrés. Parce que la police espagnole n'a pas été tendre non plus, faut le dire. La police espagnole, depuis Franco, elle n'a pas trop changé. Ouais, voilà. Donc je veux dire, c'était des deux côtés. Ils étaient prêts en tenaille. Oui. Celui qui réussissait à passer, il passait, mais il se prenait... il se prenait une bastos de l'autre côté. Une bastos de l'autre côté, absolument. Voilà. Mais la police espagnole, parce qu'on leur a dit, ceux-là, c'est des envahisseurs. Parce que, tu sais, même ça réagit beaucoup dans la presse espagnole, d'ailleurs. Non, bien sûr, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que suite... Il y a quand même des choses qui se sont passées, où Sanchez accepte plus ou moins de reconnaître le projet marocain sur le Sahara occidental, que tout ceci se passe. Oui, alors que l'Espagne était dans sa position neutre depuis bien des années. Depuis bien des années, et ça passe, il n'y avait pas ce type d'affaires. Même s'il y a eu quand même, il y a eu des morts, parce qu'il ne faut pas croire que... Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, plus jamais ça, évidemment, et on va suivre les suites de cette affaire. J'y crois pas trop. Il y a beaucoup de Marocains, d'ailleurs, qui demandent un procès, qui demandent une enquête, qui demandent
à ce que voilà, les coupables soient désignés. Il y a l'Union africaine qui a demandé via le porte-parole. Est-ce qu'il y a eu des réactions Gambia. d'ailleurs des États africains concernés? Oui. L'Union africaine a demandé une enquête internationale. D'accord. Ouais. Voilà. Et pourquoi? Parce que le Maroc, je ne veux pas l'accabler plus que ça, il y a 37 personnes qui ont été arrêtées et qui sont menacées d'un procès dans cette affaire-là. C'est parmi les migrants. Hein. Il y a eu des policiers marocains blessés aussi, il faut le rappeler. Voilà, dans un instant, on revient un petit peu en France, les enfants, avec l'ex-future ministre de la Santé, Madame Bourguignon, qui était l'invitée de RTL. Et on va parler du masque dans les transports et de la montée importante du Covid-19 qui remonte. On est entre 50 000 et 60 000 cas par jour. L'été de tous les dangers? Point d'interrogation. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct avec Ali, notre directeur commercial, avec Sofiane Garbaoui, directeur et journaliste d'une agence de presse, directeur d'une agence de presse et journaliste de profession, et Mam La Belle Histoire aussi. Et d'ailleurs, il l'a fait en antenne, mais je te demande à l'antenne, mon cher Sofiane, est-ce que tu aurais un mot à proposer à La Belle Histoire qu'il devra placer impérativement dans sa chronique de résumé de fin d'émission? Tu vas voir quel talent. Voilà. Alors, explosive ou explosif en fonction que ce qu'il pourra placer soit masculin ou féminin. Eh bien justement, c'est un lien avec notre sujet suivant. Est-ce que justement ça va être une explosion de joie que du retour des masques dans les transports, ou alors est-ce que ça va être explosif parce que les gens n'en peuvent plus et n'en veulent plus? L'ex-futur ministre Bourguignon était l'invité de RTL. Qu'a-t-elle dit hier? Écoutez. Est-ce qu'il faut de nouveau imposer le masque dans les transports puisque certains médecins le réclament? Alors, je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment les plus fragiles. Donc je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen que de se protéger et de protéger les autres. Donc on n'impose pas, mais on conseille très fortement. Ce que vous dites en clair à nos auditeurs, c'est mettez le masque dans tout ce qui est situation à risque, c'est-à-dire le métro, le train, la salle de réunion, les magasins, c'est ça? Bien sûr, les endroits clos où on est en promiscuité trop directe. Oui, je ne fais pas que le recommander, je le demande même aujourd'hui, parce qu'on est dans cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même, à cette reprise qui est ici évidente, et puis on a des armes maintenant suffisantes, comme celui du vaccin. C'est une arme qui est jusque maintenant, qui prouve bien son efficacité et son efficience. Pour autant, on sait que l'efficience du vaccin baisse avec le temps, et que ce variant fait l'objet d'une transmission très rapide. Le Grand Forum, Christophe Roux, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Madame Parly, l'ex-futur ministre, enfin l'ex-ministre, l'ex-futur un peu comme vous voulez. Bourguignon, pardon. Comme le plat. Parly, c'est la ministre de la Défense. Ex-ministre voilà. des Armées. Alors on s'y perd avec tous ces trucs là, écoutez, voilà. En tout cas, Madame Bourguignon, voilà, qui va pas tarder de quitter le gouvernement puisqu'elle a perdu aux législatives, je le rappelle. Septième vague, l'été de tous les dangers, Ali. Bah écoute, c'est encore le feuilleton, hein. C'est comme Netflix, hein. on a plein de séries. Hein. En fait, la seule chose qui sont un peu étonnante dans l'histoire du Covid, c'est qu'on sait pertinemment que ce virus, une fois qu'il a été installé, va être amené à muter et il va perdurer dans le temps. Donc ça, on le sait. Il y en a qui parlaient que ça va être comme la grippe. Il va continuer. Donc aujourd'hui, on sort de 2 ans de Covid. Sincèrement, on en a marre de encore avoir les alarmistes à la télévision. Est-ce que toi, tu mets pas ou pas dans les transports, Ali? Non, moi je pense qu'il faut faire appel à quelque chose de très simple. Je pense du civisme. Il y a des gens qui effectivement ont des problèmes de santé. Sur la ligne 13 ou dans le tu la prends pas. Non, tu marches à pied. Il y a sinon, mais les gens qui ont des problèmes de santé. C'est quoi ces conneries là? Tu marches à pied quand tu habites à 50 km, tu fais comment? Non, mais c'est bon pour la santé. Oui, bah oui, je vais faire 50 km pour rentrer chez moi. Mais dans ces cas-là, si on les écoute bien, je t'annonce que
que ce virus, ce variant, va continuer pendant. Et il est installé maintenant, il partira plus. Vous avez remarqué la précaution qu'elle prend, c'est-à-dire elle ne blige pas pour l'instant. Non, mais elle recommande fortement. Mais elle part, donc elle va pas cracher sur le futur. Attention. Ouais, exactement. Donc à mon avis, tu sais, tu fais appel au civisme des gens. Les gens, effectivement, ils sont un peu responsables, je pense, aujourd'hui quand même. Hein. Regarde, on te parle de 3e, 4e dose. Elle dit l'histoire du vaccin. On voit que le vaccin a un effet temporaire, puisqu'elle dit qu'il faut faire la 4e, la 5e, 6e, 7e dose. Donc on ne sait pas quoi. Comme la grippe. Donc Chaque année, tu fais une nouvelle dose. Donc je pense que l'abonnement de la grippe, l'abonnement du vaccin, c'est vrai qu'il y a des gens qui malheureusement vont y passer. Hein. C'est comme Netflix. Hein. Tous les 3-4 mois, tu vas te faire vacciner. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, les gens. C'est quoi le rapport avec Netflix ? C'est des abonnements. En fait, tu vois, c'est comme un abonnement. Tu te fais abonner. Tous les 3-4 mois, tu fais un abonnement et tu te fais vacciner. Moi, je pense sincèrement, c'est comme un peu dans les pays asiatiques. Regarde, même à Paris, des fois, tu vois des Asiatiques, ils ont des masques. Tu vois, ils ne demandent pas, ils mettent des masques. Tu demandes aux gens, les gens, ils mettent un masque simplement. C'est culturel en Asie. Hein. Ouais, c'est par rapport à la pollution. Oui, mais même peu importe. Voilà, mais si c'est la pollution, c'est une forme de virus aussi. On est malade. Voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Bon, le retour du masque dans les transports, mon cher Sofiane. Est-ce que toi, déjà, à titre personnel, tu le remets ou pas ? Oui, moi, quand je suis. Alors, je rejoins ce que disait Ali, c'est par rapport à la densité de la population dans le transport. S'il y a trop nombreux, je le remets. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai des cas de Covid juste à côté de moi, dans mon entourage propre, où des gens qui se croyaient à l'abri parce qu'ils ne sortaient pas, etc., qui l'ont chopé parce qu'ils sont sortis une fois, ils ont pris le transport une fois. Voilà, donc c'est pas compliqué. Le virus existe, c'est-à-dire on nous a dit pendant longtemps non, ça n'existe pas, c'est les antennes 5G ou je sais pas. Il y avait toute une mythologie sur ça. Maintenant, c'est un virus qui existe. Alors, c'est un virus qui a échappé à ses maîtres, parce que à ses créateurs. C'est un peu comme Frankenstein, d'accord. Les gens jouaient un peu aux sorciers et ils ont créé quelque chose qui leur a échappé. Le fameux laboratoire de Hunaï. Maintenant, Ali a soulevé un point très important qui a été dit tout au début. Ce virus mutera et continuera de muter. Donc, c'est-à-dire qu'on aura toujours des variants. Plus ou moins durs, plus ou moins, je dirais, légers. Ça dépendra. Et en plus, le Covid, c'est bien. C'est bien parce que ça a permis de réduire certaines libertés. Et avec les applaudissements des gens, c'est-à-dire que les gens ont trouvé normal qu'on leur dise que toi, ta gueule, tu ne vas pas à plus de 3 km chez toi. Et ta gueule, parce que sinon, tu auras affaire au grand inquisiteur. La question, c'est pas est-ce qu'on doit porter des masques ou est-ce qu'on doit faire la 5e dose, etc. C'est ce virus-là. Il vient d'où ? Comment ? On n'a toujours pas les réponses. La question de la pandémie, parce qu'une pandémie, elle a un point de départ. Mais même je pense que même on ne la connaîtra jamais. Oui, mais c'est quand même extraordinaire. On nous parle de pandémie, de virus, etc. On ne la connaîtra jamais. Mais on n'est pas des idiots. Ils peuvent nous expliquer, même avec des photos. Hein. On essaiera de suivre. Oui, moi, je porte le masque, je te le dis, parce que je suis malade. J'ai une maladie chronique qui fait que, moi, si je le chope, ça risque d'être très compliqué pour moi. Voilà, je risque ma vie. Bon, après, tu me diras, on la risque tous les jours. Ça dépend de la virulence, effectivement, de ce virus. C'est ce que je te dis. Oui, moi, je suis pas médecin, donc j'essaie de. On les voit réapparaître sur les écrans, les médecins, les infectiologues, les épidémiologistes du dimanche. Là, vous avez non mais ils adorent la télévision. Ils adorent. Tu n'as pas. On se demande d'ailleurs ce qu'ils font de la journée. On les voit partout à la télé. Non, mais t'as pas vu que depuis quelque temps, on nous passe que des séries médicales. D'un résident. Non mais toi t'as un complotiste, Sofiane, là, t'es sérieux là? Non, du tout, non, du tout. Moi au contraire, je sais que le virus existe, que le vaccin, moi j'ai fait les 3 doses. Donc, je pense que tous. Donc je suis pas dans le complot, la 4e dose. Voilà, je suis pas dans le complot, non. Mais je me dis que c'est une opportunité pour certains pouvoirs. Ouais. Ils l'ont chopé, ils l'utilisent, voilà, pour priver des libertés notamment. Voilà, c'est pas être complotiste. Alors Jamel est avec nous, 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Salut mon Christophe, bonjour à tous, bonjour à toutes aussi, auditeurs, auditrices, bienvenue. Alors, est-ce que tu remets le masque? Est-ce que tu vas le remettre? Est-ce que tu vas écouter Madame la Ministre? De toute façon, moi, je n'ai pas encore repris les transports, mais il est clair et net. Moi, je suis blessé depuis quelques mois. Je suis blessé, donc je vais bosser à la maison. Qu'est-ce que t'as? Mais je me suis explosé la cheville, mais voilà. Donc ça fait 5 mois. Bon rétablissement. Que je boite. Mais tu t'es cassé la cheville comment?
Je descendais de ma trottinette, je marchais tranquillou et la superbe gare de Noisy-le-Grand étant super bien entretenue, j'ai chuté. Quel dommage. Sans la trottinette, hein. C'est ça le comble, c'est que je suis tombé sans être sur la trottinette. Hein. Non, mais il faut arrêter la trottinette, c'est dangereux. Ouais, c'est vrai. Faut arrêter la saleté dans les gares aussi, c'est cool. Ça serait plutôt cool. Moi, je mettrais le masque parce que là, j'ai le chiffre de J-3, on est à 80 000. Nous, à Pôle emploi, on a une petite note comme quoi, voilà quoi. Les gens viennent avec ou sans masque, c'est comme ils veulent. Mais quand on est dans des lieux clos, je pense que faut se dire faut mettre le masque. Le virus est là, il mute, le Omicron, les nouvelles souches se disséminent assez rapidement et voilà, on continue. Puis les gens, avec les beaux jours, ont le cerveau confondu un petit peu pour certains. Bon, mais merci mon Jamel en tout cas. Et puis si vous y rajoutez que Christian Estrosi a annoncé un possible retour du pass vaccinal pour le passage aux frontières fin juillet, début août. Oui, parce que théoriquement, ça s'arrête le 31 juillet. Oui, le motodidacte. Futur ministre peut-être. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ah oui, il est dans les tablettes. Je vous le dis. Non, il est dans les restez avec nous. 01 40 33 9. Est-ce qu'on met le masque, les amis? Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous, avec Sofiane Garbaoui, journaliste et directeur d'une agence de presse allemande, Ali, directeur commercial, et Mam, la belle histoire, qui est avec nous. Et une fois tout à l'heure, le résumé de cette émission. Amis auditeurs, auditrices, remettons le masque. C'est ce que nous recommande fortement. Pas d'obligation pour l'instant, mais une forte recommandation. C'est ce qu'a indiqué la ministre Madame Bourguignon, qui va pas tarder d'ailleurs de s'en aller, qui doit commencer à préparer ses cartons. Pour les transports, le métro, les gares, les trains, voire même aussi les magasins où il y a du monde, enfin tous les endroits finalement où il y a du monde, de remettre le masque. Ah non, elle n'a pas parlé de cinéma. Bah non, pas parlé de cinéma pour l'instant. Quoi qu'il en soit, les enfants, est-ce qu'il faut s'attendre maintenant au vu de ce qui... Vous savez, ça commence toujours par un petit truc, une petite phrase, une petite déclaration, et puis ça monte crescendo pour tester un petit peu comment la population ressent, etc., comment elle accueille. Tout ça pour en venir quoi au final? Pour revenir à où nous étions il y a 1 an et demi. C'est-à-dire pour le pass vaccinal, pour le masque obligatoire, pour la 4e dose imposée. Enfin voilà, c'est ce monde-là aujourd'hui auquel on aspire, mon cher Ali? Pas du tout, mais après je pense que normalement on a fait 2 ans de Covid, donc on a testé un virus pendant 2 ans. Je crois que la caractéristique d'un virus, elle est triple. Hein. Il y a sa proportion à se propager, son côté létal, d'accord, et sa mutation. Donc, en général, ils te disent toujours qu'un virus, c'est les 3 caractéristiques d'un virus. Là, ils pourraient nous le dire. Moi, ce que j'attends des autorités, c'est de dire, il y a peut-être un virus qui arrive. On voit qu'il est peut-être... il se propage vite, certes, mais c'est pas parce qu'il se propage vite qu'il est dangereux. Voilà, on doit faire attention, donc on reprend les gestes, on se lave les mains, on parle pas aux gens de se laver les mains, mais on va pas rentrer dans une espèce de psychose et de panique. Là, on sort de 2 ans psychologiquement, les gens sont fatigués, les enfants, ils viennent à peine de sortir d'école pour repartir encore dans cette espèce encore de... Mais là, je pense que sincèrement, Sofiane, avec ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, je vois mal les députés LFI, Rassemblement National... allons droit au but. Oui. Le fait d'avoir enlevé l'obligation du port du masque dans les transports le 16 mai dernier, c'était purement électoraliste. Oui. Oui, parce que dans certains... Les élections législatives se sont terminées il y a une semaine et demie, 2 semaines, et là aujourd'hui on nous recommande avant l'obligation, ça je peux vous garantir qu'on va y avoir le droit. Non, c'est toi qui es complotiste là. Non, je suis pas complotiste. Vous me traitez de complotiste tout à l'heure. Non, pas du tout, ça fait... On nous reparle du pass vaccinal et compagnie, c'est pas moi. Non, mais là, il y a une réalité qui est là. Ce qui fait peur aujourd'hui au gouvernement de manière générale, enfin au président de la République, parce que le gouvernement, je ne sais pas si on peut appeler ça un gouvernement, parce qu'il est sursitaire. Donc il gère les affaires courantes. Oui, là, en ce moment, ils ont pas donc ça veut dire qu'il ne sert à rien. Ouais. Voilà. D'accord, à part faire les cartons, etc. Ce qui fait peur un peu au président, c'est si on va vers une fermeture comme il s'est passé à Shanghai il y a quelques mois. Elle était un peu exagérée, tout le monde a remarqué. Alors, elle était exagérée, mais tu vois, le problème de ce virus, s'il ne tuait que les camps,
honnêtement, il serait beaucoup moins dangereux qu'on ne le pense. C'est pas le cas. Voilà. Et des fois, il prend les meilleurs. Il nous sort des petites phrases, Sofiane, de temps en temps. Voilà. Donc, on s'y attend pas. Donc voilà. Et si on va vers une fermeture, comme ça s'est passé il y a 2 ans, ça serait terrible. Ça serait terrible. On peut plus. Pour l'économie, c'est fini. La population n'acceptera pas, on peut plus. Et puis alors, même la population n'accepte pas. Et le quoi qu'il en coûte, ça marche plus. Il y a plus ça marche plus. L'argent, écoute, alors là, je vais te dire quelque chose. Ouais. Moi, pour quand même connaître un peu les arcanes du truc, l'argent, il y en a plus. Ils peuvent l'imprimer, je sais. Il y en a toujours. Oui, non, mais d'accord. On ressent la planche à billets, tu veux dire? Non, même pas. Tu enlèves aux pauvres. Tu enlèves 5 euros par-ci, 5 euros par là. C'est vrai que c'est pas mal. Et puis si tous les étrangers, on les mettait à la porte, et ben on récupérait tout l'argent qu'on leur donne gratuitement. On parlait... La route nationale, là, comment il s'appelle le foutoir national ou la route nationale, le RN, c'est quoi? C'est ça, oui. Bah voilà. Regarde, la route nationale. Voilà. Juste, qui n'a rien de rassemblement. Regarde, Sofiane, on parlait avant on a commencé de parler du Maroc et de l'Afrique. Ouais. On nous avait fait des prédictions que lorsque le Covid va arriver en Afrique, ça va être la catastrophe. Vous allez voir, tout le monde va mourir. Moi, je pense qu'au bout d'1 an, 2 ans, on prend un peu de recul. On a fait de l'empirisme, on prend un peu de recul et on analyse. On voit que l'Algérie, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, il y a eu des morts, bien entendu, comme partout. Il y en a peut-être eu en proportion beaucoup moins qu'effectivement qu'en France. Officiellement, par l'OMS. Non, par l'OMS. Ah d'accord, alors si les chiffres sont OMS... Qui a validé les chiffres en voilà. disant oui. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas arrêter du virus. Parce que sinon, on va arrêter le virus. La gastro, c'est un virus. La grippe, c'est un virus. La grippe, c'est un virus. Ça tue pas la gastro. Pardon? Ah si. Je t'assure. Alors regarde, Christophe. Ça tue beaucoup moins, mais ça tue. Christophe, la grippe tue beaucoup plus dans un espace de temps beaucoup plus réduit sur 2 mois que effectivement le virus sur la même période. Donc faut arrêter effectivement de prendre au bout d'un moment les gens pour des idiots. On va accueillir Anis qui est avec nous. Bonjour Anis. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Anis. Spécialement bonjour à votre dernier intervenant qui met les pieds dans le plat en réalité. Et je peux comprendre qu'il y ait cette forme d'hésitation à ne pas dire des choses parce que il y a immédiatement ce tampon de complotistes qui risquent de vous mettre au banc de la société et de vous suicider socialement si vous essayez de faire preuve d'un peu de réflexion et d'objectivité par rapport à ce qui se passe depuis 2 ans. Écoutez, soyons sérieux, la grippe avant l'épidémie a fait plus de morts statistiquement au niveau du taux de létalité que cette crise du Covid. Il y a une volonté aujourd'hui de mettre pas la population parce qu'il y a un grand mécontentement qui grande, qui va déferler vraisemblablement. Et aujourd'hui, la caste oligarchique, on a très peur et le moyen le plus efficace, c'est de... Tu veux dire quelque part, Anis, que ça arrange les gouvernants? Bien entendu, si vous voulez, l'objectif n'est pas le vaccin, ce n'est qu'un moyen, c'est le but terminal, c'est de mettre pas la population par un QR code généralisé. D'ailleurs, on y parle de plus en plus et on se prépare à cela, de la taxe de carbone éventuellement. J'en vois quelques-uns qui grimacent là. Alors, oui, mais ils peuvent toujours grimacer. Ils grimacent, Anis, ils grimacent. Voilà, je te le dis. Ils peuvent grimacer parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils disent ce que je dis, ils peuvent éventuellement risquer, soit par leur employeur, soit par leur parti politique, soit par ceci, soit par cela, d'être montrés du doigt avec cette casquette de complotiste. Ils ne sont pas politisés, nos chroniqueurs. La genèse de ce complot, de ce terme complotiste qui est né aux États-Unis parce que certains mettaient en cause la version officielle de l'assassinat de Kennedy à l'époque. Et voilà quelle est la genèse. Alors Anis, est-ce que tu permets qu'on te réponde? Alors Sofiane, peut-être d'abord. Juste pour terminer, parce que je n'ai rien dit de spécial jusqu'à maintenant. D'accord. Le pire est à venir. Je dis simplement. Bravo Anis. Il y a un mécontentement vraiment profond qui est en train de mûrir, qui est en train de mariner, et je pense que ça va faire très mal, et la caste oligarchique, on a très peur, d'esclavage numérique. Alors Anis, on a bien compris où tu voulais en venir. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner un petit mot que La Belle Histoire devra impérativement placer dans sa chronique de fin d'émission? J'annonce aux auditeurs de province que je m'excuse, on vient de se faire couper la gueule par une pub, comme ça, c'était pas prévu. Bon, c'est sympa de me prévenir, les gars. Donc, est-ce que tu aurais un petit mot à proposer pour La Belle Histoire?
Eh bien, écoutez, j'ai un petit mot et j'espère que certains de vos invités vont pouvoir s'en inspirer. C'est le mot courage. Je pense qu'il faut en faire preuve à la fois. Courage, courage. On est courageux, nous. De dire les choses. Non, moi je suis pas courageux. Je laisse ça aux gens très valeureux. Merci, Alice. Voilà. Merci. Bon, quelqu'un veut répondre à Alice? Ali, je te laisse. Parce que moi, je prépare la réplique. Non, je pense que, effectivement, on peut pas. Il est vrai que le contexte économique et social est difficile actuellement, et on va au-devant, mais ça on l'a dit depuis longtemps, hein, je l'ai dit depuis longtemps qu'effectivement on va au-devant de grandes difficultés. Maintenant, est-ce à dire que derrière, quand on va mettre en place... on est en train de dire aux gens, voilà, le variant est arrivé, donc on va mettre des masques et tout. Sincèrement, je pense que moi, sincèrement, j'y adhère pas du tout. Qu'on aille vers une société QR code, là-dessus, il n'y a pas de problème. Les datas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, je pense que ça viendrait pas de la France. Ce genre d'initiative viendrait peut-être d'autres pays. Et j'aurais envie de... C'est un projet mondial. Voilà, j'aurais envie de dire à Nice, le premier pays dont on a parlé au niveau de l'Europe, c'est le Portugal. Où on a dit qu'au Portugal, il y avait un nombre croissant. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait moi, je te dis, ce virus, au bout d'un moment, on va arrêter d'en parler pendant des heures et des heures. C'est de dire, c'est comme la grippe, je répète, c'est comme la grippe, c'est comme la gastro. On va pas à chaque fois dire le nombre de cas qu'il y a. Ta gastro, si t'arrives avec ta gastro, parce que c'est un virus qui quelque part est grave. Oui, non, mais certainement. T'as une gastro, Ali, raconte-nous. Non, pas du tout, mais en général. Il a raté un mariage. Non, mais en général, pendant la période des fêtes de fin d'année, on sait que tout le monde termine par une gastro ou un mariage ou genre de choses. Voilà. Parce que c'est des produits pas frais. Voilà, c'est le coup classique. Pas cher. Mais sincèrement, où on commence à faire le lien entre le QR code, tout ça, non. Ah, mais alors tempérer un peu moi, quand même. À Nice, donc nous, on n'est pas courageux. Le courage, je te laisse pour toi, puisque toi, tu l'es, donc c'est très bien. Sauf que avant, donc c'est ça le problème, c'est que tu vois, déjà, toi, tu juges les gens pas courageux. Bon, je sais pas sur quoi tu te bases. Maintenant, tu parles de surveillance des masses. C'est déjà le cas, mon ami. Tu as une carte bleue, tu as une carte vitale, tu as un smartphone. Tu sais, moi, quand les gens me disent « Ouais, mais je veux pas de suivi par rapport à ça. » Ta carte bleue, elle te dit où, qu'est-ce que tu as mangé, avec qui tu étais, pratiquement. Et si tu as payé pour repas à ta maîtresse. Voilà. Exactement. Bon. Donc, dire sachant que c'est pas bien, le QR code, le QR code, ça serait peut-être plus simple. Hein. Ça nous éviterait de nous faire voler nos cartes bleues, parce qu'on ne peut pas te voler toi avec ton QR code en entier. Une carte bleue, on peut toujours te l'appliquer. Ça c'est déjà vu, on a repris, on a... Ça s'appelle un rapt. Oui, non, mais ça veut dire qu'on a utilisé ton identité pour faire des comptes et crédits. Écoute, oui, mais si tu as un QR code, c'est difficile. Il faudrait avoir la bonne... Voilà, donc non. On avance, parce que le temps presse. Plus sérieusement, courage. Qu'aujourd'hui, les États sont interpellés par la faiblesse de la démocratie vivante, parce que effectivement aujourd'hui tout est remis en cause. Parce que les réseaux sociaux sont devenus le tribunal ça, c'est vrai. où on juge, d'accord, où on déclare ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est Google le maître. Google le maître. Allez, très bien. Tiens, rajoute-le dans ta chronique, ça, Google le maître. Démerde-toi, la belle histoire. Google le maître. C'est vrai, allez, hop. Avec ça. Voilà. Tiens. On va te compliquer un peu la tâche, mon vieux. Maintenant, on va parler maintenant d'un sujet qui interpelle et intéresse particulièrement Ali, et j'espère beaucoup d'auditeurs qui vont pouvoir nous appeler dans cette partie. En effet, l'école. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a scolarisé ses enfants dans un très prestigieux établissement privé sous contrat en plein centre de Paris. Je cite le ministre de l'Éducation nationale. Il y a des moments qui, dans le développement de l'enfant, peuvent être compliqués. Il évoque le choix des parents dont les enfants bénéficient plus des conditions nécessaires à une scolarité sereine et heureuse. Auparavant, les enfants de ministres de l'Éducation, sur nos croix, étaient scolarisés plus donc dans des REP, en tout cas pour de ce ministre. Mais cela pose question. Le ministre de l'Éducation fait-il encore confiance à l'administration dont il a la responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, comme le disent certains, des écoles poubelles le niveau est déplorable, où les gens qui peuvent faire sortir leurs enfants le font bien évidemment. Est-ce que finalement le privé ne fait pas mieux le boulot que le public? Avez-vous plus confiance en l'école publique qu'en l'école privée, mon cher Ali? Voilà, tout est parti en fait des enfants du nouveau ministre Pape Ndiaye. Alors ça c'est effectivement un très très long sujet, et c'est un sujet qui moi me passionne.
Parce que je pense qu'effectivement, l'éducation, c'est la clé de tout. Alors, on parle d'école privée, d'école publique. Oui. Excusez-moi, Ali, tu parles d'éducation ou de l'instruction? On parle de l'école, l'instruction au niveau de... D'accord, ok, parce que l'éducation... Alors, l'école privée, la caractéristique, c'est quoi? C'est privé, comme le mot l'indique. Elle va avoir une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens, parce que les gens payent pour cela. Donc ça, c'est hyper important. La caractéristique de l'école privée, c'est quoi? On va y enseigner la discipline, la rigueur, la méthode, et on est très exigeant. Une école privée, par définition, son objectif, c'est quand on prend des élèves, de les rendre... Alors déjà, ils peuvent être bons, ils peuvent être peut-être certains moyens, mais de les rendre peut-être aussi effectivement meilleurs. En général, ils prennent que les bons, hein. Pour garder leurs résultats. Oui et non. Général, Non, oui et non, parce que l'élève peut devenir bon aussi. Non, oui et non. Mais il parie pas forcément. Pardon. Il parie pas non plus là-dessus de ouf. Non, mais pas du tout. Ce qui est important. C'est un mec qui a un élève qui a 5 de moyenne, ils vont pas le prendre. Mais ça de moyenne ouf. Sauf si son père donne 10 000 € par mois. Si éventuellement son père, effectivement, donc la responsabilité. Ou sa mère, hein. Pourquoi son père? Ou sa mère. Oui, c'est vrai. L'égalité des sexes, mon vieux, qu'est-ce qu'on fait? Mais... Alors, non, mais ça, quand on est père célibataire, on a l'habitude sur... Voilà. Ouais. Vas-y, Ali, pardon. Non, je dirais que effectivement, au niveau du privé, il est certain effectivement que on est dans des logiques de classement, on est dans des logiques de notes. Chose qui malheureusement aujourd'hui dans les établissements publics commence malheureusement un petit peu à disparaître. C'est vrai qu'on a fait disparaître des notes d'ailleurs, j'ai remarqué. Mais dans certaines écoles privées, c'est pareil. Hein. Il n'y a plus de notes maintenant. Non, mais dans la méthodologie, dans l'école privée, ce qui est important, l'axe numéro 1, ça reste toujours la rigueur, la discipline, l'exigence et la méthode. Ça, c'est la caractéristique de l'école privée. On fait des classements. On veut avoir les meilleurs parce que c'est une société. On veut terminer premier dans les classements. Ouais. Donc l'école, c'est comme une entreprise. On veut avoir du résultat. L'école publique d'il y a 30 ans, quand on était, nous, effectivement, à l'époque, on avait du résultat aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de partir, effectivement, petit à petit. Ça part un peu, effectivement, à volo. Là, on pourra en parler, effectivement, pendant des heures et des heures. Et qu'est-ce que font la plupart des parents aujourd'hui? Ils disent, comme mon fils, je le mets dans l'école publique et l'école publique ne répond pas aux attentes, je vais mettre dans l'école privée. Est-ce que pour autant, ça va le rendre plus intelligent? Non, il va rentrer dans un contexte où on va toujours la même chose. La discipline, la rigueur et l'exigence. Mais l'école privée à Bondy, est-ce que c'est la même que l'école privée dans le 16e arrondissement? Ah oui, non, comme l'école publique dans le 16e n'est pas la même qu'à Nanterre. Bondy, ou à Nanterre. Non, au niveau du privé? Oui. Non, je parle même du public. Non, mais moi je parle du privé là. Non, c'est pas la même. Et c'est pas le même prix d'ailleurs. Non, c'est pas la même. Ouais. C'est pas la même. Je vais te dire pourquoi. Ali a soulevé un truc, c'est très bien. Moi, ce que tu as dit, moi, ça me rappelle l'armée. Tu sais, on prend les meilleurs, etc. On les forme, rigueur, etc. Non, on prend pas les meilleurs. J'ai pas dit ça. Non, si, parce que le but, c'est de prendre. Le but d'une école privée aujourd'hui. Oui. D'accord. Oui. Moi, mon fils est dans le privé. Oui. Alors, moi, je vais te raconter ma petite histoire personnelle. Séquence émotion. Voilà. Mon fils, il est arrivé, il a fait l'école publique, d'accord. J'arrive au collège, le collège de secteur. Pour moi, ne remplissait pas tout. Il te plaît pas. Voilà. Il me plaît pas, mais surtout par rapport à la question pédagogique, d'accord. Voilà. Donc, je vais à l'académie pour essayer de le faire bouger ailleurs. On me dit non, monsieur, et je tombe sur l'inspectrice d'académie du secteur. Qui me dit, monsieur, vous vous rendez compte, si tout le monde partait, et nous, on met les moyens. Je dis, écoutez, madame, le collège dont vous parlez, il y a des classes, pendant 5-6 mois, ils n'ont pas eu de prof remplaçant. Eh oui. Donc, vous me parlez de moyens, je ne vois pas où. Je dis, mais je vais aller même plus loin que ça. Vous habitez à Nanterre, et c'est ce qui est vrai, ce que je te raconte. Elle habitait à Nanterre. Je dis, vos enfants, vous les avez inscrits à Neuilly. Je dis, le jour où vous mettrez vos enfants dans ce collège, je mettrai le mien. Voilà. Et je l'ai mis à Chatou, dans une école privée. Chatou? Oui. Chatou, dans 78. C'est mignon comme nom. C'est très mignon. Chatou. Alors, dans une école privée, mais pas catholique. Laïque. Ouais. Oui, parce qu'il y a des écoles privées laïques. Oui, avec une méthodologie, avec une pédagogie. Parce que moi, c'est la pédagogie qui m'intéressait. Ouais. C'est pas tellement que les moyens, le résultat, etc. Et les résultats sont là? Alors, les résultats sont là. Moi, par principe, je n'impose aucun résultat à mes enfants. Ouais. Pour moi, nous sommes devenus une société
où il y a des injonctions de résultats. On n'est pas à accompagner les enfants pour leur épanouissement. Tout à fait. On est en train de réfléchir ce que nous avons raté quelquefois. Mon fils doit réussir parce que s'il devient avocat, il sera le plus heureux des hommes. Et j'en connais beaucoup d'avocats malheureux. Vous avez parlé, là tu as parlé d'épanouissement. Moi je te dis quelque chose simplement qui a été effectivement chacun on peut parler de nos parcours quand on était jeune. Hein. Moi je suis fils d'ouvrier, j'ai été à l'école publique. Ça ne m'a pas empêché de faire un bac C, d'aller en classe préparatoire. Ouais. Voilà, fils d'ouvrier, j'ai intégré une grande école de commerce. C'est pas génétique, hein, voilà. Donc pour revenir, voilà, pour en revenir, ouais, non, pour en revenir. Il a été chez les bourges. Non, pas du tout. Non, mais pour en revenir là-dessus, la caractéristique effectivement. Aujourd'hui, la situation de l'établissement public, c'est quoi? Non, mais ça c'est important parce que c'est aujourd'hui dans le public, on n'est plus dans une obligation de résultat. On n'est que dans du moyen. Le professeur, c'est je fais ce que je peux. Qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes effectivement pour recruter les enseignements, perte de motivation de la part des profs, donc ça c'est important. Les enfants, la plupart du temps, quand ils vont à l'école, les pauvres, ils viennent pas pour apprendre, ils sont même plus passifs. Ils viennent là-bas avec les filles, c'est pour s'habiller, pour aller à l'école, pour aller là. Le garçon, c'est pour aller montrer effectivement son téléphone. Donc on se rend compte qu'effectivement le rôle, maintenant, ce qui est fondamental et important, et moi j'accorde une importance, c'est la responsabilité effectivement là-dessus, des parents. Parce que si l'école est partie quelque part à volo, il y a une responsabilité de l'éducation nationale qui n'est pas forcément que des moyens. Oui. Il y a le problème de la société. J'en veux pour preuve. On prend un enfant aujourd'hui, on nous parle de... T'imagines des quartiers, on a l'impression qu'il y a une fatalité à ce que parce qu'on s'appelle Mohamed Mamadou, on a des problèmes d'instruction, d'éducation, ce qui est totalement faux. Preuve en est, tu as dit que tu as mis tes élèves à Chatou. Oui. Tu vois bien. Oui. Donc c'est le cadre dans lequel ils travaillent aujourd'hui qui fait qu'il ne peut pas s'épanouir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aujourd'hui un véritable laisser-aller de la part. Mais c'est du perdant-perdant. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le prof, c'est je souffre, je suis en train d'enseigner à des élèves qui ne m'écoutent pas, et le gamin il dit je souffre parce que je comprends rien à ce que la prof elle me dit. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du nivellement vers le bas. Oui. On a fait du nivellement. Preuve en est, Sofiane, tu prends un garçon qui vient du Sénégal, qui vient du Sénégal ou d'Algérie. Moi, mon fils, il était en maths sup, t'imagines? Il venait avec un gamin qui venait du Sénégal, qui étudiait dans des conditions, mais matérielles, mais ultra rudimentaires. Comment on m'explique que ce garçon est arrivé en France en classe maths sup, maths qui est un peu l'élite quand même, et qui avait des facilités, qui travaillait. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris la motivation, la rigueur, tout ça. Donc, toutes ces histoires de public-privé, ça, sincèrement, non. Aujourd'hui, la fuite en avant vers le privé, parce que le public a abandonné. Pardon. Voilà. Mais si tu habites certains endroits, Ali, je te garantis que tu réfléchis à deux fois avant de mettre tes enfants dans le public. Vraiment. Moi, mes enfants, ils sont dans le public et ils resteront dans le public. Parce qu'à côté, il faut trouver des solutions. T'as la chance d'habiter dans un endroit... Non, j'habite pas dans le 16e. Non, j'habite pas dans le 16e. Non, pas du tout. T'as la chance d'habiter dans un endroit où, pour l'instant, ça va. Mais il y a des endroits, je t'assure, vraiment, les profs qui sont absents pendant 3-4 mois... C'est un problème. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité. C'est un problème récurrent. Quand t'as pas de prof de maths ou de français pendant 4 mois, tu peux pas te motiver. Attends, mais est-ce que sincèrement, aujourd'hui... non mais les responsabilités, je crois qu'au bout d'un moment, on peut pas passer notre temps à dire je n'ai pas. Non mais attends, mais la question tu parles d'aujourd'hui. Moi, je te parle le système d'éducation, il est du nivellement vers le bas depuis déjà bien longtemps. Ah oui, ça, on est Qu'est-ce qui se passe? Tous les enfants aspirent à ce que leurs enfants aient un bel avenir. Bel avenir. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des parents? Aujourd'hui, les parents, on parle effectivement des quartiers, soi-disant ce mot-là que je ne supporte pas. Ça, c'est quand même. Ce qui est important pour les parents, c'est que ils puissent enseigner à leurs enfants la confiance en eux. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Il faut donner les outils à leurs enfants. On investit dans du matériel. Il faut leur donner des outils. Quand on ne sait pas faire, il faut les mettre dans un cadre. Ouais, il faut les faire. Ça, c'est des mots, Ali. Non. Pardon. Ali, quand tu exclues la moitié de la population de par son origine, de par l'origine du quartier. La société telle qu'elle est faite aujourd'hui. Mais écoute, je vais un gamin de Sevran, est-ce que tu crois qu'il a de grandes chances d'aller dans une grande école de Paris? Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que l'école de Sevran est devenue dans cet état-là? Voilà. On y vient, Ali. On a touché le problème. Non, mais on va parler... On va reprendre un peu les choses. Regarde, on parle de responsabilité. Bien sûr. D'accord. Linda bouge pas. On a Linda qui nous attend. On parle de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche des boucs émissaires. D'accord. Mais cela ne résout pas le problème pour autant. Le problème, la fuite, c'est que nous sommes passés de l'école de l'instruction à l'école où les parents veulent éduquer et faire éduquer leurs enfants.
L'instruction et l'éducation, c'est deux choses. On est éduqué, on s'éduque avec la maison. famille, à la maison, et on s'instruit à l'école. Tout à fait. Or, aujourd'hui, l'école, elle est traversée par tous les débats idéologiques qui traversent le pays. Tous, sans exception. Bien sûr, mais oui, mais alors il y a des profs racistes qui te disent, moi, celui-là, toi, tu viens d'où? Du Sénégal, eh ben, reste au fond et tu parles pas. Parce que tu n'as pas le droit de parler. Ouais, mais Sofiane. Non, je dis pas que c'est mais Sofiane, il faut pas. Non, c'est quand même. Non, j'exagère un petit peu. Ouais, mais il faut pas exagérer parce que là, on est dans la victimisation. C'est pas non, ça n'a rien à voir avec la victimisation. Ça n'a rien à voir. Parce que ça veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut pas dire qu'il faut laisser faire. Attention. Moi, ce que je dis, le constat aujourd'hui, c'est l'école est malade de ses propres errements. D'accord. Combien de réformes, combien de ministres de l'enseignement on a eu? Combien de réformes de l'école on a eu en 10 ans? On a eu 10. Oh, mais ça, c'est ça. Mais 10 ça sert à quoi? Oh, mais ça, certes, mais tu ne peux pas dire. Parce qu'il faut arrêter, sincèrement. Il faut arrêter. C'est un débat très intéressant. Il faut arrêter les enfants. Il faut arrêter ce discours de dire. Je vais t'arrêter tout de suite parce que j'ai la pub. Alors là, mon vieux, pas de privé, pas de public. Linda, bouge pas, ma Linda. Hein. Tu patientes? Oui. Bon, tu vas remettre tout le monde d'accord, j'en suis sûr, je te connais, ma Linda. Est-ce que tu as un petit mot à prononcer à donner à la belle histoire? École. École, allez hop. Voilà, bouge pas, ma Linda, on se fait 4 minutes de pub et on est de retour. À tout de suite. Très très intéressant, les amis, que cette émission du LGF, franchement, elle devrait être d'utilité publique, cette émission. Je dois le dire. Elle devrait être remboursée par la sécurité sociale, cette émission. Absolument. Ah oui, je le dis, franchement. Absolument. Sofiane Garbaoui qui est avec nous, qui est parti chercher son amen, son eau. Oui. Et Ali aussi, très impliqué, très concerné par ce sujet, moi, Ali. Hein, ça te passionne. Oui, mais ça me passionne parce que aujourd'hui, c'est la situation de notre société, plus particulièrement en France. On se retrouve aujourd'hui avec un échec. C'est un processus qui date depuis effectivement des décennies, ça, où l'école publique mais ce que je suis en train de dire, faut qu'on arrête de parler toujours de profs racistes, de tout ça. Non, c'est un tout. Non, mais non, j'ai pas dit. Je peux pas laisser dire ça. On parle pas de profs racistes. Tous les profs sont pas racistes. Mais heureusement, il y en aura sauf toujours. Que je te dis que dans l'idéologie, c'est-à-dire que l'idéologie. Le problème, c'est que l'école qui était un peu une sorte d'oasis de paix neutre, les profs avaient leurs idées, racistes, pas racistes, tout ce qu'on veut. Bon, ils avaient leurs opinions, leurs idées, etc. Mais ça n'impactait pas leur travail. Aujourd'hui, quand des profs te disent qu'il y a trop de noirs dans une classe, il y a un problème. Mais ça, c'est... Alors, attends. Donc, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème... Si tu vas aller dans le 16e et si tu vas voir une école où il y a que des Africains, des fils d'Africains privés, on va pas dire c'est parce qu'il y a beaucoup de noirs. Au bout d'un moment, je pense qu'on peut pas... je vais te donner un exemple concret. Et ça, c'est du vrai. Hein. Tout le monde connaît la dalle d'Argenteuil. Oui. D'accord. Ah ben, moi, je vais vous raconter quelque chose dont je suis parfaitement au courant, puisque c'est mon épouse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit... Il est marié à la date d'Argenteuil. Elle m'a dit qu'on parlait de ce sujet-là. Elle est partie en tant que surveillante, et je dis bien, sur le collège de la dalle d'Argenteuil. Ouais. On lui avait dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Les enfants, c'est irrécupérable et tout. Ah ben, je vais te dire quelque chose, Christophe. Le travail qu'elle a accompli, elle a trouvé des enfants merveilleux, qui ne demandaient qu'à rêver, qui ne voulaient que des mots négatifs, où elle a entrepris avec ces enfants-là. Elle a créé un foyer pour les jeunes dans un collège. La plupart des professeurs ne comprenaient pas ce qu'elle a fait. Elle est allée avec les enfants à Argenteuil récupérer du matériel dans la rue quand ils font les encombrants. Elle a construit un petit foyer pour les enfants. Les professeurs étaient estomaqués par l'engagement des enfants. Ces enfants, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur parle positivement, qu'on les fasse rêver. Alors, s'il vous plaît, ça c'est important. Il y a une vraie machine qui se lance dans ce pays où on produit du gâchis. Et nous, en tant que parents aujourd'hui, on a une vraie responsabilité. Et on doit arrêter de dire c'est la faute d'un tel. Les gamins, moi je parle avec ma femme. Il y a le boulanger d'Anguin, pâtissier d'Anguin, qui est d'origine marocaine, qui est venu intervenir au niveau du collège pour expliquer aux enfants le métier manuel, pour leur valoriser le métier manuel. Les enfants étaient estomaqués, émerveillés. Ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ce genre de discours. Donc on arrête. Oui, ça marche pas, le professeur, tout ça.
Les enfants, ils ont besoin de quoi? Confiance en eux. Moi, j'appelle les parents et je rappelle les parents qu'ils ne peuvent ne pas savoir. Mais quand on ne sait pas, on essaye d'aller chercher de l'aide, des conseils, parce qu'ils ont une vraie responsabilité. Et aujourd'hui, tous ces quartiers-là, Christophe, sont en train de produire des enfants qui sont en déshérence. Par contre, paradoxalement, nos enfants aujourd'hui ne sont plus éduqués. Leur éducation, qui est-ce qui les a fait? Ils ont été kidnappés par les réseaux sociaux, par les WhatsApp, par les Facebook, par les Instagram. Ah ben, eux, ils arrivent à éduquer nos enfants. Preuve en est, ils viennent chez nous, disent « Ah papa, de toute façon, t'es pas à la page, tu connais pas, c'est Netflix. » Alors, c'est que nos enfants sont intelligents. Vécu, ça, Ali. Nos enfants sont, exactement, nos enfants sont intelligents. Ouais. Et je termine par une dernière anecdote que j'ai dit à un ministre, voilà, ministre des PME PMI. Ah, oui. Quand je lui ai dit, moi je suis un partisan de ce que j'appelle l'énergie. Tous les enfants ont cette énergie, ont un potentiel en eux qu'on doit mettre en avant. Alors, il y en a qui vont être peut-être plombiers, il y en a, alors qu'ils soient mal conseillés sur l'orientation, c'est un fait. Ah, les fameuses conseillères de désorientation. Voilà. Moi, quand j'assiste à des réunions de professeurs-élèves, regarde le mot négatif. Difficulté, problème. Les enfants, on ne doit pas leur parler comme ça. Les enfants, on doit leur dire, on n'est pas égaux devant l'acquisition du savoir. On a besoin de temps, on a besoin d'attention, le plaisir d'apprendre. Ali, il n'y a pas le temps. Non, les parents doivent ça. Et j'ai terminé sur l'anecdote concernant le ministre. J'ai dit au ministre, quand vous prenez un voleur, qu'est-ce qu'il fait un voleur? Il vole. Allez, regarde ce qu'il fait. Il fait une étude de marché pour savoir qu'est-ce qu'il doit voler. Ouais. Ensuite, il fait la gestion des risques. Où est-ce que je vais aller voler? C'est un entrepreneur, zone de chalandise. Voilà. Il faudra que je me le présente, ce voleur. Excusez-moi. Moi, les voleurs que je connais, moi, tous les voleurs que j'ai connus dans ma vie et que ils ont tous, écoute, Sofiane, quand tu vas voler, d'abord tu dois savoir qu'est-ce que je vais voler, où est-ce que je vais voler, à quelle heure je vais aller voler, et est-ce que j'ai un réseau de distribution. Ouais. Donc tu vois bien, ça s'appelle un acte de vente commerciale. Et moi qui suis directeur commercial, issu d'une grande école, c'est le plus bel acte commercial il fidélise même les clients. De quoi? De voler? De voler? Non, j'ai dit c'est un acte commercial. C'est pas bien de voler. Ah, mais j'ai pas dit que c'était bien. Ah oui, non, mais je précise quand même. Ah non, c'est un acte commercial. Donc cette énergie que ce garçon a utilisée à des fins négatives, aujourd'hui, il est en mesure de pouvoir le faire dans la plomberie, électricien. Faut faire rêver les gens. Ah, c'est vrai qu'en matière de plombier, les plombiers sont pas mal arnaqueurs. Ah, ça y est, c'est facile. C'est facile. Non, mais... C'est vrai? Ouais, c'est vrai en même temps. Merde, voilà. Donc tout ça pour dire sincèrement, les électriciens, les plombiers, les serruriers. Moi, je ferai le ministre, les ministres pour que les enfants. Sofiane a utilisé le mot important avant, la notion d'épanouissement. Un enfant, tu lui as jamais donné de mode d'emploi de PlayStation et de iPhone. Tu le laisses avec. Il le sait au bout d'une journée, il sait l'utiliser. Pourtant, pourquoi qu'est-ce qu'il y a mis? Parce qu'il y a mis l'attention. Il avait envie de le faire. Linda est avec nous. Bonjour Linda. Bonjour à tous. C'est très intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui particulièrement. Ah oui. Enfin, après, le sujet aussi. Oui, c'est vrai. Ça change de l'Ukraine, de Macron, de Mélenchon. Hein. C'est vrai. Sur la première question, sur Pape Ndiaye qui a mis ses enfants dans le privé, moi je trouve que le scandale, entre guillemets, notamment sur Twitter, c'est n'importe quoi. Faut arrêter de se mentir. Si tout le monde avait les moyens de mettre ses enfants dans un établissement privé réputé, on le ferait. Enfin, je veux dire, faut savoir appeler un chat à un moment donné. Ce que j'apprécie particulièrement aujourd'hui, Christophe, c'est que pour une fois, on interroge la cause et pas les conséquences. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, on interroge la cause qui est le problème, enfin le défaut d'éducation des enfants aujourd'hui. Il y a des gamins, ils arrivent en petite section de maternelle, ils sont incapables de dire bonjour, merci et au revoir. On a le nivellement par le bas, comme pour reprendre l'expression qui a déjà été employée, et d'autant la faute des parents. Je le dis vraiment, autant la faute des parents que effectivement du ministère de l'Éducation nationale qui n'a eu de cesse de changer les programmes, de ne pas donner de moyens concrets et de ne pas valoriser le métier de professeur. Donc plus on avance et plus c'est pire. Mais de mon point de vue, vraiment la cause, elle vient de la cellule familiale, quoi. Il y a des choses que je n'arrive pas à les comprendre. Il y a certains, alors je sais très bien que l'exemple ne fait pas l'argument, mais quand on voit certains gamins qui découvrent pour la première fois un livre
quand ils rentrent à l'école, je trouve ça déplorable. Moi, quand je vois effectivement des parents qui, sous prétexte que l'enfant a été noté d'une certaine manière, s'ingèrent dans la manière dont le professeur met en œuvre sa pédagogie, et parfois de manière violente, moi je trouve ça déplorable. C'est vrai que tu as raison, Linda. Moi, à l'époque, mon père me racontait, parce qu'ici on se dit tout, mon père me racontait que quand on faisait une bêtise à l'école ou quand on avait une mauvaise note, qu'on avait répondu, ce qui était déjà un drame à l'époque, on pouvait se prendre une bonne règle sur le doigt, ça faisait très mal. Et mon père me disait, quand tu avais pris ça, t'étais sûr que le soir, ton daron t'en remettait une autre. Bon, je dis pas qu'il faut violenter les enfants, attention. Mais à l'époque, il y avait ce respect de l'instituteur, de l'institution. Aujourd'hui, le prof qui va peut-être parler mal à l'enfant parce que peut-être pour le bousculer, peut-être il va se prendre un coup de boule par le daron ou la daronne. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et le souci, c'est que souvent, excusez-moi, donc je vais peut-être contredire un peu, enfin je vais pas être d'accord sur ce point-là avec une Sofiane, excusez-moi, mais quand on répète sans cesse, encore aujourd'hui en 2022, tu es issu d'un quartier, tu es issu de l'immigration, tu es noir ou tu es arabe, alors forcément tu vas avoir des difficultés, excusez-moi, mais en termes d'épanouissement, on a vu mieux. Alors oui, nos enfants, si on est là en train de leur dire systématiquement, on les conditionne. Si t'as pas réussi, c'est parce que t'es noir. Si là t'as eu une mauvaise note, c'est parce que t'es arabe. Sans le remettre lui-même en question. Et ensuite, on va voir le professeur et on va lui dire, mon fils ou ma fille est intelligente, c'est vous qui êtes raciste. Et à un moment, faut arrêter de se cacher. Exactement. Je veux dire, je suis désolée. Moi, j'ai vécu 2 ans dans un quartier dit sensible dans la région Messine. Ah oui, il y a des quartiers sensibles à Metz. Oui, à Montigny-les-Metz. Ah oui, d'accord. Vraiment à faire pâlir certaines communes rurales, une médiathèque extraordinaire. Tout était mis à disposition. Il y avait des ateliers ludiques. Croyez-vous que ces gens-là emmenaient leurs enfants ? Non, ils n'emmenaient pas leurs enfants. C'est un fait. À un moment, il faut savoir appeler un chat un chat. Et la cause, c'est effectivement le problème de l'éducation dans les familles et je sais pas, on a envie de faire perdurer cet état de victimisation alors qu'il n'y a pas de quoi. Le savoir est une arme, le savoir est à la portée de tous. Encore faut-il donner les moyens aux enfants. Un gamin de 3 ans qui n'a jamais touché de livre avant de rentrer à l'école, je suis désolée, mais il y a un problème dans la famille et pas à l'école. Exactement. Voilà. Merci Malinda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda. Voilà. Bravo Linda. Merci. Oui. C'est important. C'est important, effectivement. Tu reviens quand tu veux, c'est ton émission. Absolument. Oui. Et tu manges quoi le mercredi avec ta maman 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes plus école publique ou école privée sachant que c'est pas aussi basique que ça, évidemment, ça s'explique selon les conditions. Mais c'est très important ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'a pas envie d'entendre, ce que vient de dire Linda. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le rôle des parents est primordial. Que de laisser pour avoir la paix leurs gamins devant la télé ou dans la chambre le soir sans savoir ce qu'ils vont faire, avec tous les dangers que cela occasionne en étant sur les réseaux sociaux. Je rappelle quand même, on risque de faire peur à certains, qu'en 2 clics on peut tomber sur un film porno. Ouais, bien sûr. D'accord pour eux. Non mais d'accord, mais pour tout le monde. Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer, peut-être que je dévie un petit peu, le dégât du porno pour les jeunes mariés? Oui, c'est un autre problème qu'on abordera aussi un autre jour, bien sûr. Parce que ça a des conséquences terribles, dramatiques. Linda parlait de rapport au livre, c'est fondamental et important. Non, mais il faut quand même, je dirais, raison garder un tout petit peu quand même. C'est catastrophique par rapport à ce qu'on on constate par rapport à notre génération, à nous le livre. Moi, j'avais une bibliothèque que mes parents m'avaient offert et je lisais, j'adorais lire. Tu as grandi dans quelle région? À Oran, en Algérie. en Algérie. Ouahara. Voilà, un quartier populaire. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose. La forme du livre a changé. Aujourd'hui, on est sur des e-books, etc. Donc, et nous, quand on pense livre, on pense le toucher. Le livre papier, celui qui est écrit, etc. Alors que les formules d'accès à la culture ont changé. Aujourd'hui, mon fils connaît plus de choses que moi à son âge. Oui, peut-être. C'est normal parce qu'il a accès à des encyclopédies entières juste avec un clic. Donc le problème, c'est pas l'accès à c'est qu'est-ce qu'on en fait.
Parce que beaucoup de parents, et ça Linda l'a bien soulevé, c'est pas le fait que le fils ne lise pas ou pas. Il lit différemment. Il lit pas comme nous on lisait. C'est important de lire, Sophia. Oui, oui, non, mais je te dis, ils lisent différemment. Non, mais il lit pas du tout aujourd'hui. Non, ne crois pas ça. Parce que tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas de mode d'emploi, etc. Les jeux, etc. C'est une lecture différente. C'est une approche ludique. C'est des choses différentes. Voilà, c'est des approches différentes. Ils ont des moyens différents. Le problème qui se pose, c'est que nous, à l'époque, quand on prenait un livre, le livre, il avait un sens. Pourquoi on le lisait, pourquoi on nous l'offrait. Moi, les anniversaires, tous mes anniversaires, mes parents m'offraient un livre. Ah ouais? Oui. Ah, je me suis fait chier, je te dis. Tous mes anniversaires, sans exception. Et chaque fois, c'était un livre différent. Ouais. J'ai eu Le Capital de Karl Marx. Ouais. Donc c'est pas mal, quand même, 17 volumes. Hein, je te dis pas. Ouais. J'ai eu des livres de théologie, des trucs. Mais en plus, ça t'a marqué? Non, j'aime ça. J'aime ça et ça m'a vraiment permis d'avoir une culture qui est très, très large. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut avoir des outils de réussite. Donc, si on prend le livre, c'est pour faire bien pour quelqu'un, c'est-à-dire on dit qu'on a réussi. Non, ça doit être, c'est comment dire, l'instruction doit permettre l'épanouissement de la personne, de la personnalité. Aujourd'hui, on en fait des machines de guerre. Sofiane, il faut que tu sois machin chouette, il faut que tu aies HEC, il faut que tu fasses... non, alors Sofiane, je vais prendre... Non, pas du tout. Je vais prendre un contre-exemple rapide. Oui, mais tu vas le garder pour dans un instant. Mon cher Ali, ton contre-exemple. Bloqué, je te bloque. T'es pas mal. Ouais. Dans un instant, on a Chouchou aussi qui veut conclure. Et puis j'aimerais qu'on ait le temps de faire le quiz, parce qu'on a la belle histoire. Il faut qu'on avance, les gars. Je sais que c'est un sujet intéressant, mais je vous promets qu'on le remettra sur le tapis, parce que de toute façon, voilà, on peut passer minimum 2 heures. Tout de suite, ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Écoutez, mon cher Ali et mon cher Sofiane, étant donné l'envie de ce sujet. Non mais je veux dire, étant donné la passion que vous y mettez, allez, pas de quiz. Hop, terminé. Hop, je range. Parce que non mais c'est bon. Pas de quiz, pas de zapping, tout ça on mettra ça pour demain. Non, je viens juste. Tu voulais nous donner un contre-exemple? Alors contre-exemple, voilà, regarde, je vais te donner un exemple très simple sur la notion d'école privée. L'école privée, à partir du moment, elle est dans une logique d'obligation de résultat. Oui. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, est-ce que je mets mon fils dans le privé et je mets dans le public? Mais qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a mis son fils dans le privé, alors qu'il était au collège public. Non, primaire, pardon. Il arrive au collège, et là, il est rentré dans la machine à broyer. Pourquoi? Parce qu'on était dans le classement. Oui. On était dans les notes. Ouais. On était dans le côté élitiste. Ouais. Or, son fils n'était pas du tout adapté à ce modèle d'instruction. Et je lui ai dit, tu viens de commettre une erreur. Ton fils, il a besoin d'étudier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Alors, je peux te dire un truc. Sofiane, entre nous, il y a une prof qui lui a broyé son éducation. Le fils, il a perdu confiance en lui, quelque chose de grave. Donc, faut arrêter cette notion de privé et de public. Je suis pas. C'est le privé. Toi, tu crois au public? Mais bien sûr, non seulement. Tu as foi au public. Non seulement je crois au public, mais le devenir du public est entre nos mains à nous. Et pour revenir sur ce que disait Linda, le gère très mal. Hein. Ah, par contre, là, si on parle de l'État, c'est une autre problématique. Là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que dans l'urgence, Ali comprend qu'il y ait des gens. Selon les endroits où on habite, alors dans l'urgence, parce que le collège, ou particulièrement d'ailleurs le problème c'est au collège plus qu'au lycée d'ailleurs. Le collège est très mal fréquenté, qu'il y a des problèmes de violence, qu'il y a des problèmes et on n'a pas envie de mettre son enfant là. Alors je vais te donner par exemple des solutions comme ça qui peuvent arriver. Tu vois, on parle de collège soi-disant difficile. Déjà, ces mots-là. Ah bah tu sais, il y a combien de collèges difficiles? Il doit y en avoir 1000, il doit y avoir 1000 en France, 2000, 3000. Oui, on va tu sois là et voilà. On va recruter 3000 x 2, 6000 ou 8000 personnes. C'est pas d'investissement inutile, hein. On a bien donné le quoi qu'il en coûte. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Ah oui, tout à fait. Donc le quoi qu'il en coûte, on l'a fait le quoi qu'il en coûte dans le cas du Covid. Ouais. Je vais te dire un truc. Pour moi, le quoi qu'il en coûte dans l'éducation est plus fondamental que j'applaudis. Bravo Ali. Et dans l'hôpital aussi. Hein. Eh ben, bien sûr, mais surtout dans l'éducation, le quoi qu'il en coûte est le plus important parce que c'est de l'investissement que tu récupères dans le temps. Ce sont des générations. Exactement. Et moi, ce que je ne veux pas, et je le dis sur l'antenne, je ne veux pas que les parents assignent leur enfant à vie à des métiers manuels, à les mettre dans des tunnels d'échecs scolaires. T'imagines que l'échec scolaire. Il y a des enfants, ils seront de bons peintres, de bons électriciens. Il y en a qui vont être avocats, d'autres journalistes, d'autres médecins. Valoriser. D'autres animateurs radio.
d'autres animateurs radio, si tu le veux. Mais valoriser. Mais c'est vrai, Ali, ce que tu dis là, personne ne peut dire le contraire. Que souscrire. C'est ce qu'on souhaiterait. Et c'est vrai que en France, dans des pays comme les nôtres, il ne devrait pas y avoir d'école privée. Parce que c'est l'échec de l'État. D'accord. L'école privée. Parce que pourquoi ? Parce que d'abord, elle profite de la détresse de certains parents. Alors, pas tous. Hein. Il y a des écoles qui sont bien aussi, où il y a de la vraie pédagogie, où il y a un vrai suivi des enfants et tout. Donc, on ne mélange pas tout le monde. Mais le problème, c'est que... Et tu as dit un mot je trouve qui est très intéressant. Assigner. Assigner. L'assignation à résidence. Tous comme ça. Hein. Eh bien, le collège, l'école, le lycée... Ils sont assignés c'est-à-dire, vous ne bougez pas de votre coin avec ce que vous avez. Alors, ça ne veut pas dire que nos enfants ne sont pas capables. Moi, j'en connais des... Alors, je te dis, pour avoir fait les ministères en France, le nombre de conseillers de ministres, de chefs de service, etc., qui sont issus de ces quartiers, tu ne croirais pas. Tu dois dire non, c'est pas possible. Des réussites superbes. Mais celles-là, on ne te les mettra jamais à l'avant. D'accord ? Alors, on va écouter Chouchou, si vous le voulez bien. On a Salima aussi qui est prof d'anglais qui souhaite intervenir. Bonjour Chouchou. Bonjour Chouchou. Bonjour. Alors, moi je veux bien qu'on accable uniquement les parents. Mais il y a des profs, je dis pas tous les profs, mais il y a des profs aussi qui sont complètement déglingués. Hein. Oui. Parce que moi, dans les années 90, j'étais au collège. Et je ne sais pas comment ça se passe actuellement, mais en tout cas, moi, là où j'étais, je ne dis pas partout, mais là où j'étais, j'avais des profs qui nous parlaient, mais très mal, quoi. Quand on comprenait pas, quand on comprenait pas un cours, par exemple, on leur demandait de nous réexpliquer une fois, deux fois, et comme ils ne voulaient pas, nous réexpliquer une deuxième fois, ils nous disaient, moi, de toute façon, vous voulez pas comprendre, je m'en fous, je suis quand même payé à la fin du mois. Oui, mais là Chouchou, si tu permets, on prend l'exemple de profs, malheureusement. Chouchou, alors moi je vais juste vous répondre rapidement, Chouchou. Malheureusement, Chouchou, ça existait. Oui, ça existe encore et ça existera. Donc, non, mais il n'y a pas que ça. C'est comme quand ils nous disaient, quand on avait une mauvaise note, continue comme ça et tu. Alors, Chouchou, je vais vous donner alors moi un contre-exemple. Je vais vous donner, je vais vous donner un. Oui, mais Chouchou, mais il y en a. Mais bien sûr. Moi, j'avais un professeur qui m'a dit un jour. Il m'a dit un jour, tu devrais remercier la France parce que dans ton pays, ils marchent pieds nus sur des cailloux et ils sont sur des ânes. Ah ouais. Tu vois, donc ce que je suis en train de te dire, Chouchou, ce que je suis en train de te dire, c'est que cette énergie-là de l'enfant qu'il peut subir de plein fouet, là, toujours le rôle des parents. Il y a une notion de responsabilité. On n'est pas en train de faire des matchs de ping-pong en disant « Ah non, c'est l'école, ah non, c'est les parents, ah non, c'est l'école, allez, ça. » Chacun fait son travail. Nous aujourd'hui... Excusez-moi. Oui. Vous savez, je dis non, pourquoi ? Parce que moi, je ne disais rien à mes parents parce que je ne voulais pas les inquiéter. Bien sûr, parce que tout comme moi. Parce qu'ils avaient assez de soucis comme ça. Bien sûr. Et donc, je me taisais. Je ne disais rien. Mais ça, je ne vous parle pas d'un prof ou deux. Mais il y en a plein, mais bien sûr. J'avais mais il y en aura toujours. Malheureusement. Mais Chouchou, il y en a. Mais Chouchou, j'aimerais qu'on conclue avec Salima. Sans compter les profs absents. Oui, ça c'est toujours d'actualité. Salima, je termine juste. Je vous réponds à Salima. Ce qui nous intéresse. Elle n'est pas encore intervenue. Tu vas pas répondre à Salima. Chouchou, par contre, et juste quelque chose. Ne parlons pas des gens sur lesquels on n'a pas forcément une action. Oui. Nous, on peut pas demander. Nous, on parle sur lesquels nous on peut avoir une action en tant que parents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, ce que je peux avoir comme action. Ouais. Moi, le professeur. Oui, je suis d'accord avec vous. Madame Chouchou. Quand on règle le problème d'un côté, on ne règle pas le problème de l'autre. D'accord, mais il faut Chouchou, tout régler. Madame Chouchou. Il faut tout régler. Mais Madame Chouchou, réglons déjà. Essayons déjà voir. Voilà, Chouchou. essayons d'avoir. Essayons. Voilà, mais. C'est impossible. Bon, merci Chouchou. J'aimerais qu'on écoute Salima là, parce que le temps passe vite. Vous étiez fous. Salima. Oui, bonsoir. Bonjour, merci bonsoir, de prendre mon appel. Oui, j'ai pris l'émission au débeauté. Alors prof d'anglais, Salima, toujours. Oui, professeur d'anglais. Why time is it? Why time is it, Salima? Non, c'est Where is Brian? Non, why time is it? Non, c'est fini. Brian is no longer in the kitchen. Yeah. Il n'a jamais quitté la cuisine depuis que je le connais. Il a dû mourir là-bas. Now is the publicity. Ne quitte pas. Il regarde Netflix. Ouais, non, moi je regarde
regarde pas Netflix, je regarde la paye, moi, la caisse. Je voulais juste, en fait... Oui, mais tu vas le dire dans un instant, ma Salima. Bouge pas, j'ai la pub. Alors, je t'ai... les Salima, ça te dérange pas que je parle ou pas? Salima, is a publicity. Advertising. Now. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous et on va conclure cette émission par, enfin pas cette émission, cette partie en tout cas, parce que dans un instant Mam se prépare pour sa chronique, par Salima, la prof d'anglais. Ma chère Salima. Alors. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai écouté voilà, les avis donc de tous les intervenants. Ouais. Moi, ce que je voulais souligner, c'était surtout le fait que le métier, moi, ça fait déjà plus de 20 ans que j'enseigne. Là, évidemment, j'ai de jeunes générations qui arrivent. Il y en a qui enseignent seulement depuis 3-4 ans. Et il y a une crise absolument énorme dans le métier. J'ai même des jeunes collègues qui ont démissionné parce que ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout taillés pour le job, alors que les concours sont très difficiles à obtenir. Mais ce qui nous a extrêmement démoralisés, c'est les entretiens de 30 minutes au rectorat de Versailles. Donc monsieur et madame tout le monde passe un entretien de 30 minutes et va se retrouver devant les élèves au mois de septembre. Donc nous, on se dit qu'on n'est pas du tout respecté, on se sent méprisé, on se dit qu'on a passé des concours ultra difficiles et moi à l'époque, évidemment, il n'y avait pas tous ces départs à la retraite, il n'y avait pas tous ces besoins. Donc on serrait la bride et il fallait vraiment aller le chercher avec les dents. Et quand on voit qu'aujourd'hui, voilà, on va recruter monsieur et madame tout le monde, ça nous dépite énormément, ça nous désespère et on sent qu'il y a une crise à tous les niveaux, même au niveau de la hiérarchie. Parfois, on a du mal à recruter des chefs d'établissement également. C'est un espèce de tout et en fait, on le sent également dans nos pratiques. Il y a une intrusion, voilà. Alors, je dis pas que tous les parents, on a des parents qui sont très bien, qui nous accompagnent, qui suivent la scolarité de leurs enfants. Mais ce que je constate, c'est que on a aujourd'hui une intrusion de nos hiérarchies dans nos pratiques pédagogiques. On nous reproche de n'être trop sévèrement, etc. On a des parents, voilà, qui forcément sont passés par l'école, donc on avis sur l'école et vont nous dire comment faire notre travail. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas vécues en début de carrière. Ouais. Salima, franchement, je serais bien ravi de te voir en studio, un de ces quatre, avec Ali notamment, pour pouvoir faire une émission là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Alors, juste entière. Merci beaucoup, Salima. Non, Salima, oui. juste Salima. Oui. Dans le débat qu'on essaie effectivement d'avoir, là maintenant, on est du côté du ministère de l'Éducation nationale et des enseignants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'atteler au départ sur le côté effectivement des élèves, des enfants et des parents. Maintenant, il est vrai que comment on explique que la France, qui fait partie des pays les plus développés, les enseignants qui sont l'avenir, qui sont quand même quelque part garants de l'éducation, de l'avenir de nos enfants, quand on compare les salaires avec tout ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit l'Allemagne ou la Suisse, effectivement, vous êtes bien en deçà de la moyenne. Donc, tu vois, oui, tout à fait. Dans certains domaines, on fait la comparaison avec l'Allemagne, mais quand ça nous arrange pas, on parle. Donc, ça, c'est la première chose. Ouais. Tu vois, la vocation. Forcément, il y a des gens, du coup, qui, effectivement, ne veulent plus être effectivement prof. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, la situation, effectivement, aujourd'hui de l'éducation nationale en France, elle est à l'image du pays qu'on l'a retrouvé dans la médecine, au niveau des hôpitaux. Elle est au niveau de l'ordre, aujourd'hui, avec ce qui se passe, toutes les incivilités qu'on voit aujourd'hui. Voilà, d'accord. Ouais. Donc, quelque part, on est simplement en train de récupérer une situation de laxisme et d'incompétence depuis les 3 ou 40 dernières années. Aujourd'hui, on est en train de le payer aujourd'hui. Merci, Salima. Voilà. Merci beaucoup. On en reparlera et tu seras évidemment, comme d'habitude, la bienvenue. La belle histoire. Oui. T'as failli pas passer. Hein. Je te le dis. C'était à moi, toi. Tout à fait dommageable. Ah oui, absolument. Alors, comment s'appelle la chronique ? La chronique que je viens de terminer s'appelle Français de souche. Oh là là. Ah oui, c'est parti, la belle histoire, c'est à toi de jouer et de conclure comme il se doit cette émission de ce 28 juin sur France Maghreb 2. À toi, la belle histoire. Eh bien, nous ne sommes pas sur France Maghreb 2, nous sommes sur France-Allemagne 2. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Non, je rigole, bien évidemment. Français de souche. Il est temps de débuter la cérémonie des bons mots qui voit le paradoxe mondial nous servir les jeux méditerranéens en succès algérien et le mélodrame de Melilla, où telle Mélita filtre sa frontière aux grandes dames du Maroc qui met le là à l'invasion massive de migrants qui eux aussi auraient voulu prendre le risque de jouer avec les vents et les courants méditerranéens pour n'obtenir qu'une médaille au prix du courage, la liberté en survie. Au-delà de cela,
on traite et maltraite des réfugiés comme des sous-hommes. Et encore, toutes les explications du monde n'expliqueront pas pourquoi on a livré aux chiens la dignité de ces hommes arrachés à la vie par la bêtise et l'ignorance. Les images de l'enchevêtrement des cadavres est juste innommable. Et les hommes de grand esprit et respect apaisent la douleur humaine collective à l'image du président de la Ligue des droits de l'homme de Nador. Néanmoins, il faut s'interroger et surtout trouver des réponses et des responsabilités, tant au niveau marocain qu'au niveau européen. 37 morts et autant de blessés, plus jamais ça. Il faudra trouver la souche du problème. Sans transition, retour en France avec la situation explosive qu'impose de nouveau l'énième crise sanitaire où Madame Brigitte Poulopo, de la législative perdue, Madame Bourguignon, nous recommande fortement de remettre le masque dans les transports publics. C'est exactement ce qu'ont fait ses électeurs en se bouchant le nez à l'idée de voter pour elle. Et là encore, il s'agit de chercher la source du virus, comme le Zemmour 531, 4 fois par jour sur CNews. L'Omicron, virus plus puissant bloquant la circulation sanguine de la France insoumise. Soit dit en passant, le scandale Garrido-Corbière, publié par Le Point, a été rédigé par un certain Aziz Zemmouri. Eric, sors de ce corps! Fantomas, je t'ai démasqué. Au fond, le pass vaccinal était déjà en vigueur depuis mi-avril. En effet, première dose le 10 avril avec Omicron et la gangrène marine. Le 24 avril, deuxième dose avec Omicron a entubé tout le monde. Clairement, le 12 juin, troisième dose, NUPS à la chloroquine. Et finalement, le 19 juin, 89 piqûres Botox au Front National. L'Assemblée nationale a été prise en otage entre des insoumis en français de fourche et frontistes en français de mèche. Pour Emmanuel Macron, pas de remise en cause de la légitimité du scrutin présidentiel, mais le mystère Elisabeth Borne, qui n'aura pas la gloire d'être reine une seconde fois en mettant en œuvre le gouvernement Elisabeth II. Lol. Parlons à présent de l'un de ses membres du gouvernement. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, annonce le relèvement des salaires des profs à 2 000 € en engraissant davantage le mammouth. Les chiens ne faisant pas des chats, Pape est un papa particulier qui a décidé de traiter en PAP, de particulier à particulier, avec l'école privée. Ces enfants sont dans le privé sous contrat aux antipodes des valeurs de l'école républicaine et laïque pour tous. Sofiane, notre journaliste allemand, embourgeoise l'éducation laïque de ses enfants à Chatou. Et t'inquiète, ces enfants, ils n'ont pas 14 minutes de retard. La souche de l'éducation nationale laïque et républicaine, école et le travail, la discipline, l'honneur et les valeurs républicaines comme universelles. Certes, vous allez me dire que c'est des vœux pieux. Mais à regarder le niveau des élèves, le Googleomètre est au plus haut, OP au QR code éducatif alphabétique, fait de GAFAM et de GAF en cascade. Le voleur est intelligent, Dixit Ali. Eh oui, le voleur fait un acte commercial, voyez-vous donc. Eh oui, dis-moi, louche vandale. Gentleman cambrioleur. En dandy ludique, lol. Linda, notre fidèle auditrice, notre bouillon de culture, nous rappelle que, par l'exemple, qui n'est pas un argument, que le savoir est une arme, encore faut-il avoir les munitions éducatives et accepter de s'en servir. La souche de la République, c'est la connaissance, naissance co-construite entre soi et le professorat. La tolérance est un sceau protecteur de la clairvoyance. Le culte des valeurs contre le culte du résultat, il n'y a pas photo. Le quoi qu'il en coûte contre le combien ça coûte. C'est la différence entre la réussite collective et la réussite relative de l'individu. Alice Effé, le meilleur avocat de l'école publique, une institution patrimoniale à défendre. Enfin, on parle toujours de Français de souche depuis des lustres. Mais au fond, ne croyez pas à celles et ceux qui vous vendent le fait d'être des Français de souche. Moi, je les ai rencontrés en vrai, les Français de souche. Ils sont officiellement 32. En effet, Souche est un tout petit village français de 32 âmes, en Ardèche, et qui gagne à être connu. Ce sont eux les vrais Français de souche. Et nous tous, Françaises, Français, nous sommes tous et toutes, non pas Français de souche, mais mieux encore, dans toute notre diversité, Français de source. Waouh, joli, magnifique, bravo, bravo, la belle histoire.
La belle histoire, tu as étudié dans l'école publique, j'espère. Hein oui, absolument. On a un produit. On a un produit. Mais dans Voilà. le 16e. Non, je ne suis pas un produit, je suis un individu. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, merci beaucoup, mon cher Ali, mon Sofiane. Merci beaucoup. Merci, Mam. Tu Merci repasses quand beaucoup. tu veux. Vraiment, c'est top. À très vite. Demain, Audrey Pronosti et Nicolas Jeannetet. On va se marrer demain. Reste avec nous entre 16h et 18h, évidemment, dans un instant. Medjahed sur France Maghreb 2. C'était le Grand Forum.